t'as commencé l'enregistrement? Ok. Allez, va. Attends. Faut qu'on se chauffe, faut qu'on se pump. Oui, c'est ça. On va se traquer. Hein. Ok. Il y a C'est des pas mouches moi. et tout. Oui. C'est en plein hiver, c'est pour ça. Bon, allez, c'est parti. T'es prêt? Oui, allez, on y Allez, va. let's go. Go. Eh ben, bienvenue sur notre chaîne Génération X. Moi, c'est Kuma et Momo. Momo, on va dire ça, Voilà, comme on ça. l'appelle Momo ou tout plat. Non, Tout le pas, non. Momo, ça ira. moi, c'est Kuma. Et Momo, donc Momo. tout simplement. Voilà, c'est très simple à se rappeler. C'est 2 syllabes, c'est pas compliqué. Voilà. On va pas faire beaucoup plus. Bon, alors bienvenue sur notre chaîne. Nous, en fait, on va parler des choses qui nous plaisent, les choses des années 90, un peu, tous les gros délires qu'on a eu à cette époque-là, les trucs Oui. qui nous ont plu. Ça va être un peu, voilà, un podcast sur un peu générique, hein, un peu sur Oui, tout. plutôt l'art, on va dire, plutôt culturel, quoi. Voilà. Voilà. Sur les films, sur les jeux vidéo, Livres. sur les livres, les Voilà. BD. BD, manga, si besoin. Ouais, tout ce qui nous plaît, quoi, toutes les bonnes Voilà. choses hein, que tout le monde aime, en fait. Hein. Bah oui, c'est notre génération qui a Notre connu les génération. mangas au départ. Hein. Donc, Exact. Le Club Dorothée, tout ça. voilà. Oui. Est-ce qu'on a le droit d'en parler? Oh, oui. Il y en a qui en ont parlé, on pourra toujours en parler, oui, bien évidemment. Bon, bah, dans cet épisode, on va se focus sur Halloween. Épisode d'Halloween. Et oui, on a sorti les toiles d'araignée, on a sorti les citrouilles. Et Tout la ce chaleur. La chaleur. Alors, on enregistre cet épisode évidemment au mois d'octobre, hein, comme vous le Forcément. savez. On est Forcément, en on plein n'est pas dans à la le bourre. froid. On est en plein dans. Ouh. Voilà, c'est ça. Le Pile froid. poil bon. Halloween, quoi, voilà. On va se glacer le sang avec des films d'horreur, Ouah. des films moins d'horreur. Oui, puis il y en a pour tout le monde. Pour tout le monde, pour les enfants, pour les grands, pour les Ah ouais. petits et les grands, comme on dit. Voilà, c'est ça. De 7 à 77 ans. Oui, pourquoi pas après. Hein. C'est à quel âge, Momo, toi? 77 ans. 77. Donc ça va, je tombe dedans, Juste à la limite, alors. à la limite. Bon. Mais Alors. déjà, on peut commencer par faire un petit bilan de qu'est-ce qu'Halloween. D'où Qu'est-ce ça qu'est vient. Halloween? Ouais. Écoute, d'abord, moi, j'ai une petite histoire sur Halloween. Vas-y. C'est l'histoire de Jack O'Lantern. Ah, le fameux Jack. Et la citrouille, donc. Jack O'Lantern. Alors, Halloween, les citrouilles, tout ça, ça se passe en octobre, c'est la Toussaint. Et il y a plein de choses qui sont liées à Halloween, notamment les histoires sur les démons, les esprits, hein, tout ça. C'est C'est chez nous la fête des morts, quoi, en gros. la fête des morts, la Toussaint, et c'est le moment, on va dire, le passage entre deux mondes, hein, la saison claire C'est et la ça. saison sombre, l'été et l'hiver, Mhm. après les récoltes. On ne sait pas si on va survivre, alors on va faire la fête Et oui, pour faire chasser les esprits. les problèmes commencent. Voilà. Alors, Jack O'Lantern, en fait, c'est un classique d'Halloween, en fait. Hein. Ouais. Donc, l'histoire est toute simple. C'est Jack qui, en fait, est un petit roublard, un petit voyou. Oui, il y a plusieurs versions en réalité déjà. Ouais. Donc toi, t'en racontes une en particulier, quoi. Voilà, c'est l'histoire que je vais raconter. En fait, c'est rester avec nous. Ça va être une histoire sympa. Alors, l'histoire que je vais raconter, en fait, c'est celle de Jack qui, tout simplement, a arnaqué le diable, en fait. Il a arnaqué un démon. Tout simplement, il buvait une Guinness au bar Ah, en Irlande. en pub. Oui. Ça, Quand- c'est bien irlandais, ça. Vas-y. En fait, quand Jack est en train de boire un coup, il y a le diable qui arrive et il va voir un peu quel est ce roublard dont il entend parler tous les jours, qui fait des sales coups à tout le monde. Sauf que, malheureusement, le diable, il va se faire arnaquer lui aussi. Parce qu'après avoir bu sa Guinness, Jack, il dit « J'ai une petite idée, parce que j'ai pas d'argent sur moi, et pour payer cette Guinness, je vais te proposer un deal. Tu te transformes en pièce de monnaie, et je vais payer avec cette pièce. » Et le diable, comme il est un peu bébête, il accepte. Il se dit c'est un bon plan, on va rigoler, on va voir un peu. Ça a l'air Quel sympa. bon plan. Il se transforme en pièce de monnaie. Et évidemment, Jack, en fait, il le garde prisonnier de cette pièce pendant un bon moment. Et comme il a réussi à le garder prisonnier, le diable, il va faire un deal avec lui. Il dit écoute, je vais te relâcher seulement si tu me promets de jamais m'envoyer en enfer. Ce
qui paraît... promesse tenue, a priori. C'est pas mal, hein, comme idée. Oui, surtout qu'il devait y aller, hein, puisqu'il avait fait un pacte avec le diable. Oui, oui, et puis bon, apparemment, il avait arnaqué un peu tout le monde, donc forcément, il allait droit en enfer. Oui. Sauf que, bah, évidemment, comme il a dit qu'il allait jamais l'envoyer en enfer, le diable, il a dit ok, vas-y, je t'enverrai jamais en enfer. Sauf que bah, Jack, il s'est retrouvé coincé entre les deux mondes, il n'a pas pu aller au paradis, il n'a pas pu aller en enfer, il est mort. Oui. Et donc, il se trimballe sur les Landes avec sa fameuse lanterne. Oui. En fait, le diable, il fait « Ah ouais, tiens, je te laisse quand même un petit charbon, une petite braise pour t'éclairer. Débrouille-toi avec ça. » Donc Jack, il s'est dit, je vais prendre cette braise et la mettre dans un radis. À la base, c'était un radis. Un radis, exactement. Ça aurait de moins bien donné qu'une citrouille. Un radis ou un navet. Ou un navet, plutôt navet, voilà. Oui, parce que radis, c'est petit. Un radis, c'est tout petit, ouais. Surtout ceux qu'on mange ici, ils sont petits. Oui, c'est ça. Donc un navet, ouais. Voilà, donc il met en fait la braise dans un navet pour s'éclairer, il en fait une lanterne. Et du coup, c'est de là qu'est venue en fait cette tradition des fameuses lanternes, Jack-o'-lantern. Et ça s'est transformé en citrouille, parce que c'est plus sympathique à creuser, probablement, je suppose. Oui, en fait, la citrouille, c'est plus après, une fois que la tradition s'est transformée en fait avec le temps. Quand les Irlandais ont migré aux États-Unis. Exactement, il n'y avait plus de navets aux États-Unis. Mais il y avait des citrouilles à foison. Donc, en fait, ils se sont servis des citrouilles pour faire leur lanterne. D'accord. Ouais. D'où cette origine. Voilà, exactement, la petite citrouille qu'on a là. Alors, donc, voilà, ça, c'est l'histoire de Jacko. Évidemment, Halloween, toutes ces traditions, en fait, qu'on connaît, elles viennent de l'époque plutôt celtique. Ouais. Exactement. Voilà, ouais. Moi, j'ai fait mes petites recherches sur Halloween. Qu'est-ce que tu peux me dire, toi, un peu ? A priori, moi, ce qui m'a toujours un peu intrigué, c'est que là, c'est celtique. Il y a différentes façons de le voir. Il y a la Bretagne, par exemple, a vraiment... c'est pas Jack-o'-lantern, mais c'est avec Landcou. Et pas mal de folklore. Landcou, celui qui ramasse les âmes. Ah, d'accord. Une sorte de faucheuse, etc. Donc, il y a un point commun avec tous toutes ces histoires, mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que malgré tout, quel que soit le peuple sur la planète, on retrouve un peu cette fête des morts, peut-être pas au même moment, ça j'ai pas regardé, mais on sait très bien, par exemple au Mexique, très connu aussi, la fête des morts chez eux. Et oui, le Días de las Muertes, de los Muertes, non? El Dio de los Muertes, me dit Laetitia. Voilà, qui est à moitié espagnole. Donc à un moment donné, elle m'a regardé comme ça, à l'air de dire qu'est-ce que tu racontes? Là, c'est elle qui contrôle. D'ailleurs, c'est El Dio de los Muertes, de los Muertos. El Dio de los Muertos. Voilà, mais il n'y a pas que là, il y en a un peu partout. Et c'est assez marrant que tout peuple a fait sa fête des morts, en gros. Mais la fête des morts, à ma connaissance, c'est aussi, que ça soit au niveau plutôt, alors peut-être celtique, je ne sais pas pour le reste, mais c'était aussi pour, s'attirer les bonnes grâces, pour pas avoir de problème avec justement les morts qui pourraient revenir et se venger, ou tout au moins pas être content de ce qu'on a vécu ou fait. Avant leur mort ou après d'ailleurs. Oui, c'est une manière de remettre un peu les compteurs à zéro en disant ok bon. On mettait des bonbons ou de la nourriture quelquefois, je sais, à certains endroits sur la fenêtre. Oui, des offrandes en fait. Des offrandes en réalité, voilà. Ouais. Oui, en fait c'est ça, hein, c'est comme je disais, la Toussaint en fait, ce moment-là où en fait c'est le passage entre la saison claire et la saison sombre. En fait c'est une ouverture entre les deux mondes, le monde des esprits et le monde des vivants. En fait, c'est cette paroi, en fait, ce passage entre les deux mondes qui, à ce moment-là, d'après la tradition, d'après les légendes, c'est le moment où c'est le plus, on va dire, en proximité. Ténu. Les deux mondes sont, voilà. Ouais, c'est assez ténu. Et c'est aussi, à mon avis, philosophiquement, c'est pour pas oublier nos ancêtres. Voilà. Je pense aussi il y avait un côté règle. T'as intérêt à penser à moi quand je serai mort. Donc, il y a eu toute une tradition qui s'est faite là-dessus, à mon avis.
Oui, puis c'était quand même une époque où la magie avait encore un peu plus de force que maintenant. Hein. Ce côté magique, ce côté... en fait, la nature était vue comme quelque chose de magique. Hein. Donc, bien sûr. Les récoltes, etc., ça dépendait sûrement comment dire, du bon vouloir en fait des esprits et de tout ce monde en fait un peu imaginaire, enfin que nous on considère imaginaire maintenant plus rationnel en fait. Donc oui, ça date de pas si longtemps. Hein. J'ai vu un reportage qui était dans les années, je crois 50, 60, un truc comme ça, 60 ou même 70 s'il faut. Où tu avais des gens du village qui disaient que telle personne était une sorcière. Elle avait des problèmes pour ça, justement. On lui jetait des cailloux, quoi. Donc, et là, je suis resté con, hein, parce que je me suis dit, putain, mais c'est il n'y a pas si longtemps. Enfin, pour nous, pour les jeunes là, pour eux, c'est il y a perpète, mais pour nous, c'est juste un peu avant qu'on naisse, quoi. Donc, c'était la tradition où les croyances sont restées très, très longtemps bien ancrées, quand même. En tout cas chez nous. Après, c'est ancré encore ailleurs, mais... En tout cas, c'est vrai que c'est fête en fait de la fête de ce qu'on appelle Samhain. Hein, le vrai nom en fait irlandais de Halloween, c'est Samhain. Pourquoi c'est resté en fait lié avec l'Irlande? Tout simplement parce que l'Irlande n'a jamais été envahie par les Romains. Donc en fait les traditions sont restées vraiment très fortes, très puissantes en fait dans cette partie du monde, hein, tout simplement. Mais sinon c'est vraiment c'était celte, donc un peu partout dans l'Europe on avait ce rituel d'Halloween en fait. Maintenant c'est revenu en fait finalement, hein, ça fait un gros retour. Surtout en fait en passant par les États-Unis. C'est par les États-Unis et justement tout ce qui est cinématographique. Oui. Dont on va parler aujourd'hui. Voilà. On va parler de ça. Halloween qu'on connaît vraiment nous maintenant en fait, ce qui est à la mode le plus, c'est la version américaine, hein, c'est la version américanisée avec le côté trick or treats, les bonbons, on mange, on se venge, les petites farces qu'on peut faire avec les toilettes, papier toilette, etc. Se déguiser. Tout ça, c'est le folklore américain qui est revenu après en Europe, qui a fait le grand cercle. Mais qui essaye surtout. Alors, moi, ici, on ne voit pas souvent, effectivement, les gens se déguiser. Ça reste encore une fête plutôt anglo-saxonne, anglaise, ou plutôt même américaine, surtout. Oui, c'est un peu dans les années 90 que c'est revenu à la mode. Après, c'est un peu perdu, peut-être de vélocité, on va dire, mais quand même, ça reste quand même bien présent. Ancré maintenant. Au moins, tout au moins dans la culture, oui. Ouais, tout le monde connaît en France Halloween, tout le monde connaît partout. Hein. Donc Halloween, tu sais que Momo, en fait, aux États-Unis, ça a dérapé sévère, hein, les soirs d'Halloween, en fait. Hein. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. En fait, par exemple, les petites farces et les petites blagues que les enfants peuvent faire, c'était pas vraiment, c'était plus haut level, quoi. C'était vraiment genre, il y avait des querelles de voisinage et tout ça qui se réglait le soir d'Halloween. Tu peux donner des exemples pour les enfants d'aujourd'hui au cas où. Non, parce que ça parle de charrettes retournées, c'est sûr que la voiture. De mettre le feu à la charrette, à la voiture. Maintenant, ça aurait été. Voilà, en gros, c'est un peu genre le voisin qui va casser la barrière de son voisin. Ah oui, il se vengeait, quoi. C'était. Ça chauffait, ça finissait souvent. C'était comment le film là où pendant une soirée, tu peux faire ce que tu veux là, c'est Nightmare ou je sais pas. Où tu as, je me rappelle plus du nom, ce fameux film où pendant une nuit, tu as tout le monde qui se barricade, tu as la justice, elle ferme les yeux, tu peux faire ce que tu veux. Tu connais pas? Non, j'ai pas vu. Faut que je retrouve le nom de ce film. C'est un peu ça en gros. D'accord, c'était genre, allez, on lâche les rênes et puis c'est parti, quoi. D'accord. Donc comme ça avait tendance à dégénérer, à finir en baston, en bagarre et en querelle de voisinage et des choses pas très jolies. En fait, tout simplement, l'État américain a décidé de rendre la fête d'Halloween un peu plus familiale, quoi. D'accord. Un peu plus calme. Donc, du coup, ils ont forcé en fait sur le côté enfantin avec les déguisements, etc. Et trick or treat, ça vient de là en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment une volonté de calmer le jeu par rapport aux blagues qui dégénéraient vraiment à fond les ballons. Et d'ailleurs, tu dis trick or treat, la traduction en français, c'est des bonbons ou un sort, quoi. Des bonbons ou un sort. Voilà. Tricks, en fait, en anglais, c'est faire un tour. Ouais, treat, c'est une petite gâterie, un petit plaisir, un petit bonbon, quoi. Ok.
Donc ouais, en fait, c'est assez marrant, hein, parce que ce thème, vraiment, quand tu commences à creuser, tu trouves pas mal de trucs un peu foufou, parce que tu dis, ben, au départ, on pensait que Halloween, c'était vraiment le truc américain, comme on connaît. En fait, finalement, non, c'est européen, c'est celte, et ça a été transformé au fur et à mesure. Et c'est vraiment une évolution, en fait, d'une fête païenne, hein, tout simplement, qui a été complètement américanisée, qui a été complètement standardisée, on va dire. Oui, et puis, c'est une fête après assez commerciale, il faut l'avouer. C'est la consommation, voilà, on achète des bonbons, et puis on achète des déguisements, et puis on achète les petites décorations, comme on a mis ici. Mince, on est tombé dans le jeu. Ah mince. Les petites araignées en Comme plastique. quoi, hein, ils sont forts. Ok. Donc voilà, écoute, ça c'est le petit topo sur Halloween. D'accord. Ben écoute, Halloween, qui dit Halloween, donc on a dit qu'on allait parler de plusieurs films et tout ça. Oui, dont un qui est carrément... enfin, deux d'ailleurs, qui sont avec le nom typique. Hein. Toi, tu voulais parler de, si je me rappelle bien, d'Halloween. Halloween. Voilà, aussi. Et toi? Et moi, Trick or Treat. Trick or Treat. Voilà. Oui. Alors on va parler, donc moi je vais parler de Bodkin aussi. De Bodkin, qui est une série sur Netflix qui est géniale. Ah oui, je l'ai vu. Qui se passe pendant Samhain, en fait, pendant le vrai Halloween, quoi, celui en Irlande, le vrai qui sent la Guinness, avec avec des belles, c'est une belle tradition, hein, aussi, hein, c'est sympa à voir, parce que il y a tout un tas de décors et de décorations et de costumes, tout ça dans la série. Mmh. Et l'atmosphère d'Halloween, elle est là, quoi. Vraiment, cette série, elle est géniale pour ça. Ensuite, je vais aussi parler donc de Sleepy Hollow. Oui, qui typique, se passe aussi. Qui se passe pile poil aussi. Voilà, exactement, pendant Halloween. Puis tous les décors sont bien Halloweenesques. Halloweenesques, il n'y a pas de souci. Ouais. Mmh. Ensuite, je vais parler de Stranger Things. Ok. Aussi. Il y a un épisode de Stranger Things qui se passe à Halloween. Et je vais parler du fameux film Halloween. Le fameux film Halloween. Ok. Moi, effectivement, je vais rester sur Trick or Treat. Et peut-être un film qui a eu mauvaise presse, mais que je trouve un petit peu malaisant de temps en temps, mais sinon, il est plutôt sympa, plus pour les enfants. Malaisant. Oui, je t'assure qu'on en reparlera, mais Ubi Halloween, ça a été... les gens ont apprécié, d'autres l'ont beaucoup moins apprécié. Voilà, je ferai un petit topo là-dessus aussi. Ubi Halloween. Et tu voulais parler d'un livre aussi? Peut-être, oui. Pour exemple de livre, il y a Bradbury qui avait écrit L'Arbre d'Halloween ou alors Le Pays d'Octobre, qui sont deux livres, un livre, l'autre un recueil de nouvelles, on va dire, dans le thème, on va dire, simplement. Ok, c'est parti. Allez. Là, moi, je vais tout simplement commencer peut-être à attaquer sur un film que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Trick or Treat. Trick or Treats. Excuse-moi mon accent, voilà. Trick or Chips. Trick or Chips. Donc voilà, et c'est un film de 2007, un film que pas beaucoup de gens ont vu, malgré une ambiance que je trouve délicieuse, vraiment pour Halloween. C'est un must pour moi. Il n'est pas sorti au cinéma, c'est pour ça que la plupart des gens l'ont pas vu, il n'est qu'en DVD. Mais oui, mais si c'est un direct to DVD, tu vois, c'est vraiment genre de film. Et c'est un peu de niche. C'est compliqué, voilà. Ouais, c'est un peu de niche. Tu sais pas, quand tu vas regarder un film comme ça, tu sais pas si ça va être une grosse daube ou si ça va être une petite pépite en fait cachée, quoi. C'est vraiment un film que j'ai beaucoup apprécié, les décors, l'ambiance, tout est vraiment transpire Halloween, c'est totalement Halloween. Et en plus, il est assez formateur, dans l'idée de comment se comporter Halloween. Le film veut vraiment te donner les règles. Hein. Une petite leçon. Leçon de bonne conduite, on va dire. Le réalisateur, c'est Michael Dougherty, excusez-moi. Michael Dougherty. Voilà. Dougherty. Il a fait aussi, on le connaît pour des films pas forcément hyper grand public, mais quand même Krampus. Ah ouais. On en parlera peut-être pour Noël. Krampus. X-Men 2. Ah ouais. Voilà. Urban Legend aussi 3. Donc voilà. C'est pas quelqu'un d'inconnu, mais c'est vrai que c'est plus de niche, on va dire. Ouais. Voilà, le tournage, à ma connaissance, s'est fait, je crois, au Canada. Donc aussi Amérique du Nord. Et les Canadiens sont fans de Halloween. Hein. Un mois avant, ils sont déjà en train de décorer les maisons.
C'est un film qui a vraiment été très sympa. On a fait une BD, je crois, aussi, tirée de ce film en 4 tomes. Une sorte de comic book. Oui, c'est ça, okay. Comic book ou roman graphique, voilà. Et j'ai eu l'impression, alors je vais mettre des guillemets, qu'il est tiré d'un autre Trick or Treat, qui est dans les années, si j'ai noté, qu'en 1986. Ah ouais. Et très particulier, où il y a Ozzy Osbourne qui joue dedans. Wow. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est vraiment lié, s'il a voulu faire, mais en tout cas l'auteur lui-même est un fan d'Halloween, donc on le ressent vraiment dans le travail qu'il a fait. Le film, en réalité, il est compliqué, et je m'excuse déjà d'avance sur la façon dont je vais le présenter, parce que c'est le style de film où vous avez le choix entre spoiler entièrement tout, parce que c'est compliqué à garder des secrets, et à expliquer normalement dans la mesure où c'est 4 à 5 histoires qui vont s'intercaler perpétuellement entre elles dans le film. C'est un petit film. Pulp Fiction en fait. Voilà, c'est ça. Pendant Halloween, quoi. Ça peut être compliqué à décrire. Je sais que je l'ai vu aussi et j'avoue que si je devais le raconter maintenant, je serais bien embêté. T'as des sueurs froides quand tu commences. Tu fais mais par quoi je commence? Alors je vais vous raconter, mais mal, très mal le film. En gros, il joue avec le style slasher aussi. Il y a des petits clins d'œil, des petits Easter eggs sur les autres films d'horreur comme Halloween, effectivement. Ah oui, c'est sûr. Parce que dans une scène, effectivement, au départ, nous avons un garçon qui se promène dans la rue et qui casse des citrouilles. On n'a un peu rien à cirer. Il a un gros sac derrière lui qui traîne, simplement parce qu'il récupère toutes les friandises de toutes les maisons. Et ça commence à peu près comme ça, on va dire. Et là, va se passer le croisement. Pendant cette marche de cet enfant, tu vas croiser, en réalité, si tu fais gaffe, quelques personnages qui vont être dans différentes... Ouais, c'est des petits indices, c'est des petits indices. Il va y avoir lui... Parce qu'il y a un plan sur une séquence où il y a la fête dans la rue et tout ça, où tu retrouves, si tu fais gaffe, tous les personnages des 5 histoires. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que si je me rappelle bien, tout se passe en fait pendant la même soirée. C'est la même soirée, 5 histoires. Voilà. Donc du coup, toutes les histoires sont un peu intriquées, mais sans forcément, on va dire, avoir vraiment un lien vraiment particulier. C'est un peu plus des clins d'œil, on va dire, des petites rencontres. Il y a 2 histoires où il y a un chevauchement, mais sinon, effectivement, c'est un peu séparé. Mais les personnages sont au même endroit, la même ville, et dans la même nuit, quoi. Donc voilà. Et ce film marque vraiment aussi les habitudes d'Halloween. Ça veut dire qu'il faut respecter les traditions. Il y a des petites règles, un peu comme dans les Gremlins. Hein, c'est un peu ça. Tu peux manger après minuit, mais globalement, tu dois respecter. Tu dois rester sur le pas de la porte. Tu attends qu'on te donne les bonbons, tu ne sers pas. Les voler non plus, Voilà. Et là, c'est justement une façon... C'est un film qui te donne les punitions que tu vas avoir, puni par l'esprit d'Halloween, qui est présenté par un petit bonhomme avec une tête qui n'est pas de citrouille, mais une sorte de tête... c'est en toile de jute, je crois. En toile de jute, voilà. Et qui, lui, est tout bonnement sympathique, tant que tu respectes. Parce que si tu respectes pas, ça part en vrille. Bien comme il faut. Donc les 3 histoires, enfin 3-4 histoires, on va dire, c'est en partie no spoil, on va dire, c'est un proviseur d'établissement avec son fils, qui est insupportable d'ailleurs, qui est en réalité potentiellement un gros psychopathe. Alors, partie no spoil, c'est déjà foutu. Mais de toute façon, écoutez, faites attention parce que dans ce podcast, on va vous spoiler les fesses. Oui, c'est ça. Parce que globalement, comment le dire sans le dire, ça va être compliqué sur ce film. Oui, mais après, on peut plus en parler. Donc voilà. Franchement, c'est pas trop grave. On va vous spoiler peut-être 2-3 trucs. Mais si vous êtes là, c'est aussi peut-être parce que vous aimez. De toute façon, on va rester relativement succinct sur les histoires pour pas que on vous incite pas. Moi, je préfère que vous le regardiez. Oui, bien sûr. Et vous faire votre propre opinion. Mais franchement, il y a une histoire donc avec ce proviseur qui est un peu particulier, donc qui a une tendance à la psychopathie, j'ai l'impression, avec un fils qui est absolument imbitable.
Et il y a un côté comique malgré tout. C'est un petit peu... Un peu grotesque. Ouais, il y a un petit côté, voilà, ça se prend au sérieux sans se prendre au sérieux. Il y a des fois, c'est marrant. C'est du second degré un peu tout le long du film. Voilà, hein, c'est je crois, ça. mais il y a Ouais. des petits moments un peu, voilà, Un peu plus sérieux, gore, un peu moins, flippant, voilà, un peu c'est what, ça. Ça déraille d'un coup comme Voilà, ça. ouais. Et d'ailleurs, effectivement, tu as des histoires un peu plus gore. Tu as les histoires, tu as une autre histoire qui parle d'enfants qui ont été volontairement sacrifiés et jetés dans un lac par le chauffeur du bus qui avait été payé par les parents. Bravo les parents. C'est bien pour Halloween. Alors, à savoir que pour rajouter une petite couche, les enfants étaient des enfants handicapés. Oh. Alors là, c'est bon, on peut se faire straquer directement. Et donc, c'est des histoires un peu comme ça et qui vont se passer. Donc, il y a aussi, moi, une de mes préférées, c'est des filles qui vont en ville, donc qui viennent se déguiser pour la fête. Et tout le long de leur partie, tu les vois parler de garçons de façon crûment. Ouais, vraiment très cru. En chasse, quoi. On a l'impression que c'est voilà. pour. Ah bah d'ailleurs, elle le dit. Il y en a une qui lui dit, mais bon, on est venu ici, il y a de la viande fraîche. Ouais. Ce petit détail m'a fait rire après coup parce qu'effectivement, il te laisse des petits détails comme ça parce que les filles sont effectivement en chasse de garçons. Mais quelquefois, c'est peut-être à prendre au premier degré. Voilà. Et donc, pour la dernière histoire, ce qui est en fin de film, c'est l'histoire d'une personne plutôt âgée et très aigrie, qui ne veut pas fêter Halloween. Et donc, il va bien évidemment devoir subir le courroux de cet esprit d'Halloween. Ouais, il faut jouer le jeu si tu. Là, lui, il veut pas jouer. D'ailleurs, il éclater la face. Il y a un petit clin d'œil, c'est que l'esprit d'Halloween lui a posé 15 000 citrouilles. Et là, il fait qu'est-ce qui se passe ? Juste pour le faire chier. Voilà. Et on se rend compte, et c'est là où il y a des croisements aussi, même historiquement, c'est que ce vieux-là était le chauffeur de bus qui avait fait le boulot, le sale boulot pour les parents qui avaient voulu se débarrasser des enfants. Donc il a récolté ce qu'il a semé. Voilà. Alors là, c'est la version en no spoil, hein, mais si on va un peu plus dans le détail, le film a une ambiance déjà visuelle sublime, ça veut dire au niveau décor, il y a du body horror, mais fait à l'ancienne. Quoi. Ouais. Et je trouve que ça passe assez bien. Vraiment, il date quand même de 2007. Hein. C'était pas aujourd'hui, c'est il y a 20 ans, quoi, pratiquement. Moi, je me rappelle que le petit personnage, là, justement, avec sa tête en toile de jute, là, il est assez impressionnant comment il est fait. Super bien fait. Il y a une longue scène, hein, je crois, à la fin, où il se bat avec, c'est ça, avec le vieux, là. Et d'ailleurs, on se dit que c'est une citrouille parce qu'à un moment, on peut le voir plus ou moins, on lui arrache un morceau, etc. Et tu vois que son membre, c'est comme du végétal, sa tête, c'est Jack O'Lantern, entre guillemets, en clin d'œil aussi. Oui, bien sûr, évidemment. Et puis même le film se calque à faire des clins d'œil à plein de films d'horreur. Bah, tu sais, moi, je me rappelle quand je l'ai vu, on en a parlé, parce que on s'est vu pour le voir. Un film. Et je me rappelle qu'en fait, ça m'a frappé parce que j'avais fait mon petit thème sur Halloween, le film Halloween, et en fait, la palette de couleurs au départ, orangé, des bleu. plans qui sont volés carrément, des plans entiers qui sont volés au film Halloween, en fait, avec exactement les mêmes couleurs. Ah oui, totalement. Les mêmes angles de vue, les mêmes délires, en fait, surtout la scène au départ. Oui, du stalker qui regarde la maison d'en face, où il y a un petit jeu comme dans tous les slashers. Un faux indique, c'est en réalité c'est un jeune, il enlève son masque, il rentre dans la voiture, mais le danger n'était pas là, il était ailleurs. Oui, il y a beaucoup de petits clins d'œil comme ça, effectivement. Bien sûr, évidemment, parce que Halloween, le film Halloween, en fait, c'est quand même une grosse influence sur. Après, il y a eu un avant et un après Halloween, en fait. Ah oui, pour le slasher, c'était marquant. Ouais. Dès qu'on fait un film sur Halloween, on va voir en fait les mêmes palettes de couleurs, on va voir les mêmes plans qui sont réutilisés. Souvent, c'est des hommages en fait simplement, parce que John Carpenter et Halloween, c'était oui, bien sûr. Bien sûr, mais donc ce film est très intéressant sur la construction. Donc là, ça a été peut-être un petit peu fouillis, parce que comme en réalité tout se passe en même temps et le film vous fait passer d'un point de vue à un autre.
C'est compliqué à expliquer, mais il y a une part de ce film qui me rappelle, moi, mon enfance quand je regardais les Creepshow. Des petites histoires courtes avec une fin qui se veut en tout cas surprenante ou tout au moins impactante, quoi. Tu sais, Trick or Treat, il y avait un peu ce côté justement un peu 80s, un peu 90s, tu sais, où il y a certaines scènes ou même les lumières, la façon d'éclairer en fait certaines scènes, par exemple les filles là quand elles elles font leur petite descente en ville, en fait il y a ce côté un peu, tu sais, film série B, enfin série Z peut-être même, je sais pas, il y a ce côté un peu même comme une série des années 90 un peu, tu sais. C'est ça, c'est totalement ça. Cette vibe en fait dans le film, elle est tout le long, quoi. Totalement, et oui, au niveau couleur, ambiance est top, en tout cas, elle est vraiment, c'est vraiment le côté un peu horreur, mais en étant cocooning, on va dire. c'est tu te mets ça avec du popcorn, un petit verre et ouais, ça passe bien, hein, ça passe bien. Ah, mais c'est vrai que moi ce qui m'a le plus marqué c'était quand même ce personnage là qui quand il y a des scènes en fait qui comme tu disais en fait ces effets spéciaux de l'époque un peu le body horror vraiment à part une personne qui fait vraiment le costume etc. Mais ouais, bien sûr. Non il est bien. Il y a des bonnes idées, et puis c'est tout ce qu'on aime. Hein, parce que cette époque-là, en fait, c'était fait avec amour, c'était fait par des artisans, des artistes qui faisaient vraiment tout ce travail. Et puis même le scénario, on voit que le mec a vraiment travaillé cet esprit-là. Donc il est à voir si vous arrivez à le trouver en français, parce qu'il est en anglais, ça, j'ai regardé en DVD, vous le trouverez facilement en anglais. En français, je crois que Amazon Prime peut vous le fournir, mais ça sera payant, je pense. Donc voilà. Mais c'est à voir. Franchement, je crois qu'il est interdit au moins de 16, c'est ça ? Ouais, pour toi, ça veut rien dire. Ouais, c'est ça. Moi, ça veut rien dire. Hein. Moi, je l'aurais regardé à 6 ans, mais... Voilà, quand t'étais petit, tu as vu des films bien plus mais bon, que ça. On va dire que maintenant, je me méfie. Hein, je vais pas conseiller ce genre de film d'aujourd'hui à des jeunes, mais c'est 16 ans parce que les thèmes abordés sont un peu noirs, je pense. La violence, elle est relative, mais elle est existante. Pour toi, de toute façon, rien n'est trop violent, de toute manière. Oui, c'est vrai. Il adore les films d'horreur, il adore quand ça saigne. D'accord. Voilà pour qui je me fais passer. Bah, en même temps, est-ce que c'était si violent ? Non, mais moi j'ai pas été choqué non plus. Non, bah voilà. Je veux dire, enfin c'est. Après, fun, on a plus 15 ans, mais ouais. Je pense que adolescent, fin d'adolescence, c'est très bien de faire ça avec ses amis, comme je dis, une petite soirée, c'est très bien. C'est comme un petit scream, voilà. Ouais, c'est fun. C'est un peu à cette époque-là. Petit film sympa. Ouais. Donc, Trick or Treat, c'est validé, Momo, pour Halloween. Ah, totalement. Nickel. Alors moi je vais vous parler d'une autre série, enfin d'une série carrément qui s'appelle Bodkin sur Halloween. Alors c'est vraiment une série que j'ai kiffé parce que je l'ai regardée 2 fois déjà et vraiment voilà, pour le thème d'Halloween c'est parfait. Donc ça se passe en Irlande au moment de Halloween, de Samhain comme ils disent en fait en irlandais. Et donc ça c'est une série qui te plante vraiment le décor sur l'atmosphère d'Halloween en fait, avec des paysages irlandais, avec quelques scènes qui se passent pendant des sortes de défilés en fait, avec des costumes incroyables et une atmosphère de fou. Ouais, je l'avais vu aussi. Des couleurs magnifiques. Franchement, moi j'ai vraiment adoré en fait l'ambiance de cette série, qui est d'ailleurs très drôle parfois et qui peut aussi être un peu tragique, un peu dramatique, avec des acteurs phénoménaux, quoi. J'ai adoré. Donc d'ailleurs, Will Forte. Oui. Will Forte qui a joué dans Last Man on Earth, qui a joué dans quelques séries, etc., qui est vraiment un acteur assez surprenant, quoi, parce que il est un peu ce côté un peu niais, gentil, tout doux, mais il arrive parfois à donner vraiment du poids à son caractère, à son personnage quand il joue. Donc il a joué dans Last Man on Earth, qui est vraiment une série qui est vraiment délire aussi, vraiment qui commence fort. Last Man on Earth, en fait, c'est tout simplement l'histoire d'un mec qui se retrouve le seul sur Terre. Et donc il va se taper des gros délires, il va se faire des piscines de margarita, il va aller faire ses courses en F16, en jet, en fighter, etc. Donc voilà, c'est une grosse série aussi qui est bien fun aussi. Et donc Will Forte qui joue dans Bodkin était incroyable.
Et il y a aussi, comment elle s'appelle Siobhan Cullen. Siobhan, c'est un prénom irlandais qui est un peu particulier pour nous, c'est un peu bizarre. L'actrice est irlandaise, elle joue à la maison. Et c'est vraiment béton, quoi, son rôle aussi. Oui, moi j'avais vu un petit peu, enfin je l'avais vu il y a un petit moment, mais j'avais aimé effectivement déjà le contexte, l'ambiance, les paysages. Et puis, oui, je dois avouer qu'il y a un gros côté aussi humour, quoi. Ouais, c'est très drôle. Ça clash vraiment entre les deux personnages. Will Forte, qui est vraiment très naïf, qui vient d'arriver. En fait, c'est un Américain. D'ailleurs, elle raconte le background de départ. Là. C'est pas mal, ouais. Donc, en fait, Will Forte, il joue un Américain qui fait des podcasts un peu de mystérieux. Tu sais, genre, aujourd'hui, on va parler des meurtres, des machins et tout ça. La Dame Blanche et tout ça. Et donc, il débarque, en fait, en Irlande pour faire un podcast dans un petit village paumé sur une histoire d'une disparition de 3 personnes, je crois, qui ont disparu. Oui. Ils disparaissent la nuit de Samhain, la nuit d'Halloween, en fait. Donc lui, il vient faire un podcast là-dessus. Et en même temps, donc il y a Dove qui est jouée par Siobhan Cullen, qui est une Irlandaise pure souche, qui est journaliste, et une vraie journaliste. Oui, pas juste elle est vraie. Un podcasteur. Hein, et elle revient en fait pour l'assister, pour faire un sujet sur ces 3 disparitions. Et ça va un peu clasher entre eux parce que lui, il arrive, il débarque en Irlande. Pour lui, tout est beau, tout c'est incroyable. Regarde cette verdure et tout ça. Et elle arrive un peu en mode... Elle rentre à la maison. Et puis je crois qu'elle rentre réellement à la maison. Elle avait fui ce village. Non. Alors l'histoire, c'est qu'elle est à Londres. Elle est à Londres, mais... Elle est basée à Londres pour faire son journalisme, mais elle est obligée justement de partir un peu, de s'exiler parce que il y a eu une source à elle qui s'est fait descendre, qui s'est fait assassiner. Donc, elle est obligée de partir en Irlande. Mais c'était pas son village non, Alors, c'est pas son village à elle, mais elle connaît un peu l'univers parce qu'elle vient de là, en fait. D'accord. Elle retourne en Irlande et pour elle, il n'y a rien qui est... C'est pas du tout la passion, c'est pas du tout romantique. Il n'y a rien de magique, c'est juste elle rentre, elle sait qu'elle arrive dans un bled paumé avec des gens qui qui sont pas très coopératifs. Ouais. Et quand en fait Will parle de faire un podcast, il s'appelle Gilbert en anglais. Gilbert, en fait, il dit on va faire un podcast et les gens ils sont là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va écouter ça vraiment Genre, qui est-ce qui va écouter ces podcasts Oui, parce qu'il a sa petite notoriété sur les réseaux sociaux, mais là-bas, il n'y en a pas. Ils comprennent pas. Et puis même pour eux, le podcast, pour eux, qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui va vraiment s'intéresser à notre petit village paumé, etc. Donc, et c'est une running joke, en fait, c'est la blague qui revient tout le temps. People will listen to it. Genre, les gens, ils vont vraiment écouter ça, quoi. Et c'est assez drôle. C'est l'humour anglais, enfin l'humour anglo-saxon, on va dire l'humour irlandais, quoi, qui est vraiment... Voilà, c'est plein de blagues. Tous les personnages sont un peu particuliers. Tu as celui qui les amène en voiture. Voilà, c'est Sean, le fameux Irlandais roumain. Voilà, c'est ça. C'est un Irlandais roumain. Donc en fait, Sean, il pense qu'il vient de Roumanie. Et donc pour lui, c'est un peu un gypsy, c'est un peu un gitan ou quelqu'un... Et en fait, pas du tout. Pas du tout, non. Il est bien de là-bas. Vous avez bien compris qu'avec sa tête d'Irlandais... C'est ça. Mais la série est comme ça. T'as un humour comme ça où tout est décalé, où tous les personnages ont un côté un peu particulier, tu sais pas trop. Ça rappelle un peu Snatch, ça rappelle un peu les films de Guy Ritchie, tu sais, avec cet univers un peu... que moi j'adore, hein, franchement, je suis fan de tout ce qui est comédie anglaise, pardon. Mais c'est pas qu'une comédie, effectivement, comme tu l'as dit, il y a quand même une histoire où c'est mystérieux, quoi. Voilà, il y a un mystère, il y a une enquête. Il y a des choses qui se passent, ça commence à chauffer vers le milieu-fin de la série. Il y a pas mal de drama aussi, il y a des découvertes, des rebondissements et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment une série qui m'a branché pour ça. D'ailleurs, tu sais, c'est Barack et Michelle Obama qui ont produit cette série. Non. Ouais. Non, sans déconner. Je te jure, tu regarderas, tu verras. Ah non. Ils étaient présidents à l'époque ? Enfin, il était président alors, non, je pense pas qu'il était président à ce moment-là. Il se reconvertit, hein. Mais il a bon goût, hein, faut dire ce qui est. Hein. Franchement, il a bon goût. Mais je suis vraiment étonné, je savais pas ça. Tiens. Je t'ai gavé, Barack. Donc,
Voilà, en fait, c'est une vraie immersion dans la culture irlandaise et vraiment sur le thème d'Halloween, en fait. Donc, on parlait de cette histoire de passage entre deux mondes, etc. Il y a même des scènes où, par exemple, ils passent en souterrain d'un endroit à l'autre. Il y a des allégories un peu qui rappellent Halloween. Et d'ailleurs, il y a aussi souvent un loup qui apparaît, qui est en fait un peu le totem de Dove, cette journaliste. C'est la journaliste en Doc Martens qui avec les lunettes de soleil alors que bon il fait nuageux, c'est pas non plus, et qui fuck off, qui envoie un peu tout le monde balader, qui est un peu solitaire comme un loup solitaire en fait. Ouais, c'est ça. Mais voilà, un petit arc avec notamment cette histoire du loup qui est très très jolie. Je veux pas vous spoiler, mais voilà, c'est plein de symboliques, c'est plein de petits moments en fait qui sont super bien filmés. Moi j'ai adoré. Par contre, est-ce qu'on a le droit de dire si c'est... Est-ce que la série se veut fantastique, se veut thriller, tu vois, comment tu l'abordes? Alors pour moi c'est plus une enquête. Il y a rien de vraiment très magique ou quoi que ce soit. C'est du true crime en fait. C'est ça. C'est vraiment lié dans l'ambiance quoi. Ouais, c'est vraiment lié à ce côté, tu sais, voilà, des podcasts de true crime, tout ça. C'est un vieux mystère en fait. Tu vas avoir en fait ce podcasteur et cette journaliste qui vont un peu remuer le caca dans ce petit village et ça va être explosif. Quoi. Et Dieu sait que dans un village, il y a beaucoup de caca. Il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de non-dits, des choses qui sont cachées. Et puis même, parfois, tu as des gens de la police qui sont un peu corrompus, qui aiment bien, bien la Guinness, qui aiment bien boire. Voilà, donc... d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que tu as... en parlant d'immersion dans la culture irlandaise, en fait, moi, c'est un peu cette série qui m'a fait découvrir un peu le monde de l'Irlande, quoi. Comment, par exemple, pour les rites funéraires, ils ont une proximité avec les morts, justement, parce qu'il y a un personnage qui décède et en fait, ils vont rester pendant 3 jours faire la fête autour du mort qui est simplement allongé devant tout le monde, en fait. Ce qui est assez fou, parce que je pense qu'en France, si on faisait ça serait un peu... il y a la levée ou... Enfin, la veillée, je crois. La veillée, ouais. Mais c'est vrai que c'est plus restreint, c'est généralement pour la famille, c'est pas le village entier. La veillée à l'irlandaise, c'est-à-dire on s'envoie des pintes, on se bourre la gueule, on danse, on chante. C'est anglo-saxon, c'est vraiment plus... Tu connaissais, toi, ce genre de la façon dont Dans certains films, tu le vois, mais j'ai eu toujours cette impression que c'était pas, en tout cas, français, italien, enfin, quoique italien... je ne sais pas vraiment dans la tradition, mais... Ce côté... Espagnol. Ce côté... Letty, espagnol. Ils le font ou pas? Non, ils font pas. Ils ont le Dio de los Muertos. Il le dit bien. Je l'ai bien dit? Il le dit bien. Merde. Non, laisse tomber. Bon, c'est la noche de los Muertos. El Dia. La noche de los Muertos. C'est la nuit, non, les morts. Oui. Tu y arriveras avant la fin du... Bon, bref. Donc, 3 jours de fête avec le mort dans la pièce. Mais ça me rappelle un peu Snatch, tu sais, quand la mère, elle décède et qu'il se bourre la gueule, la pure scène de débauche totale. Ouais. D'ailleurs, Guy Ritchie, il aime bien faire ça, des scènes de débauche vraiment, filmées dans tous les sens et tout. Ouais. Mais non, c'est pas vraiment dans le même délire, mais voilà, tu comprends qu'en fait, il y a ce truc-là de... on va se mettre une bonne cuite et on va passer à autre chose, quoi. Voilà, écoute... Puis la façon... Là, ça m'a fait tilt, tu vois, quand tu m'en parlais. J'ai un autre film qui n'est pas en rapport avec Halloween, mais le côté bourgade isolé avec des gens où, en théorie, il ne se passe pas grand-chose. En théorie, c'était Hot Fuzz. Hot Fuzz, c'est fabuleux. C'est le même principe, tu sais, le mec qui débarque dans un petit village, il y a des trucs qui se passent, il y a des meurtres. Exact, c'est vrai. Il y a ce petit côté un petit peu... Hot Fuzz, c'est clairement du délire. Là, il y a un côté plus sérieux quand même, malgré tout. Oui, c'est un peu plus ancré dans la réalité, on va dire. Mais... Hot Fuzz, il faudra faire ce genre de... On en parlera de... La trilogie des Cornetto, je crois, c'est ça, ça s'appelle. C'est ça, ouais. Même il y a 4 trilogies, non? Parce qu'il y a aussi le pub avant la fin du monde, ou un truc comme ça. Ouais, il y a Shaun of the Dead, il y a... Hot Fuzz, Paul, et
après Paul, c'est... The End of the World, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon. C'est pas Halloween, mais bon, là, j'avais envie de parler d'Hot-Fuzz quand tu m'as parlé de ça. C'est vrai que ça m'a fait bling. Je me suis dit, tiens, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu le même scénar de ce côté-là. C'est un peu dans le même délire, exact. Ouais. Donc toi, Momo, de quoi tu veux nous parler maintenant ? Alors, d'un film qui portera à débat, hein, on va dire. Pas beaucoup l'ont aimé. Moi, je trouvais ça sympathique, mais c'est plus pour jeunes, on va dire. C'est Hubie Halloween. Hubie Halloween. Voilà. Et je sais qu'il a eu une mauvaise critique en règle générale, mais bon, c'est pas non plus absolument à jeter. Hein. C'est avec Adam Sandler. Ok. Il est dans le rôle principal et en même temps, je crois qu'il a été co-réalisateur. Donc, ouais, voilà. il a été le rôle principal, il a dirigé, il a fait tout. Ouais, mais bon. Après, c'est un film, voilà. Tu laisses ton cerveau sur la table de chevet, tu regardes ça, passes un bon moment. Bon, c'est plus pour enfants, enfin, plus avec des blagues très... C'est potache un peu. C'est potache, oui. Ouais, ça tâche même. Je l'ai vu aussi, c'est vrai que ouais, c'est pas ma cam, mais je comprends en fait tu comprends le côté, voilà, le côté, bon, allez... Exact, on prend le cerveau... On le pose sur le côté du divan. C'est pour Halloween. Alors, pour faire le speech un petit peu et rapidement, Hubie, donc Adam Sandler joue Hubie, qui est un simple d'esprit, on peut dire comme ça, qui a une passion pour Halloween. Une passion tellement forte que lui, il veut que tout le monde respecte les fameuses règles d'Halloween, de sécurité, de bienséance, etc. Et bon, tout le monde se moque de lui. Hein. C'est carrément du harcèlement carrément tout le long. Ouais, il se fait bully par tout le monde. Mais par tout le monde. Mais bon, après, tu comprends aussi. Tu comprends pourquoi. Donc, tu le vois, donc la première partie, tu le vois un petit peu dans son boulot, dans une boucherie, où il s'amuse à lui faire des mauvais tours perpétuellement. Les gens se moquent de lui. Mais il reste tout le temps digne, malgré tout. C'est un personnage, on va dire, bon, foncièrement bon. Et arrive Halloween, donc il est toujours aux aguets, etc. Et tu as la police qui lui dit, bon, bah, tu seras notre... comment dire un assistant, quoi. Un assistant infiltré. Ouais, voilà. Ils font ça pas vraiment pour cela, mais surtout pour voilà, ça, on lui donne quelque chose à faire, il nous laisse tranquille. Sans dépêtrer parce qu'il est un peu pénible, un peu collant, je crois. Ouais, hein, voilà, très collant. Les voir en fait pour leur dire ce qui s'est passé. Et donc, dans cette nuit d'Halloween, il va se passer quelques trucs un peu mystérieux entre guillemets. Je sais plus si c'est des meurtres réellement ou si c'est plutôt des disparitions. Il y a des choses bizarres qui se trament. Il y a des choses bizarres qui se trament. Et donc, c'est son enquête, malgré on va dire le monde entier qui ne croit pas déjà de base. Ouais, bien sûr. Et lui, il va continuer à cela avec des millions de rebondissements. De blagues potaches, hein, voilà, et avec plein de clins d'œil malgré tout. On peut retrouver les clins d'œil des slashers, les clins d'œil des films d'horreur, on va dire, des années 90, où tu as le bal des lycéens qui sont déguisés, lui qui arrive au milieu, bon, t'as tout cela. C'est globalement avec un twist à la fin où la personne qui faisait ses méfaits est un peu surprenant, hein, voilà, hein, on pourra dire que... Mais on va pas le spoiler, tiens, je vais pas le spoiler, même, voilà. C'est juste un twist à la fin pour savoir qui faisait ses méfaits. C'est un peu à la Scooby-Doo, quoi. Hein. C'est à la Scooby-Doo. Aïe, qui était derrière tout ça ? Voilà, qui était derrière tout ça, et tu t'en doutais pas, hein, parce que tu fais bon, ok. Bon, c'est à l'image du film. C'est gentillet, quoi, c'est sympa. Après, moi, j'ai pas une critique monstrueuse, c'est pas un film, voilà. Mais si vous avez des ados, voilà, ça peut se voir sans aucun problème, hein, il y a juste les blagues quelquefois, comme tu dis, ça tâche un peu. Hein, t'en as un petit bout. Voilà, c'est des P, des RO, etc. Voilà, voilà. Alors, la mauvaise critique, c'est un peu ça, c'est que c'est un peu lourdingue. Il y a beaucoup de cris. Voilà, donc certains n'ont pas trop supporté. Je peux comprendre, mais c'est pas un mauvais film en soi. C'est une comédie
d'Halloween, quoi. Voilà. Alors moi, je me rappelle que quand on l'a vu ensemble, en fait, il y avait des petits points communs avec certains films, notamment Halloween, hein, classique Bien évidemment, sûr, le film forcément, d'horreur Halloween de 78. Ouais. Carrément, en fait, il s'évade de l'asile au départ, C'est ça, comme toujours. dans le film Halloween, en fait. Comme beaucoup de films, de d'ailleurs. Carpenter. Le tueur, Mike Myers, s'échappe d'un asile. C'est ça. Et c'est pareil. Oui, et puis il a un voisin s'échappe d'un sympa asile. aussi. Il a Ah un ouais. voisin sympa, oui, un petit voisin qui lui dit gentiment, il est en train de clouer les portes et les fenêtres, et il lui dit, bon, pour la soirée, si vous entendez des bruits bizarres, venez pas me chercher. Ne venez pas, c'est normal. Un peu suspicieux. C'est un peu suspect, mais bon. Pourtant, les acteurs sont bons, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça va rester dans la légèreté et un peu dans un certain humour gras. Voilà. C'est quand même un bel hommage au vrai aussi au film Halloween, hein, parce que t'as certains cadres aussi qui sont carrément repris. Il y a le code de couleur qui est le même en fait, avec du orange, du bleu. Ah, totalement, oui. Et puis tu as aussi le petit côté, il te fait des petits clins d'œil pour différents films. À un moment, il se fait poursuivre par 5 gosses qui sont habillés en Scream. Tu vois, tu as des petits easter eggs comme ça, des petits clins d'œil. Toute la ville est un peu sur son dos en fait, hein. C'est un peu des bâtards, hein, parce qu'il jette des œufs, non? T'as de la peine pour lui, oui. Il y a des scènes de course-poursuite où il s'est vraiment lynché, quoi. Hein, oui, malgré tout, ça reste aussi une comédie romantique. C'est le truc improbable. Ouais. Oui, c'est vraiment improbable. Hein, tu comprends pas, tu fais, oui, la gentillesse... Ça, c'est que dans les films où ça apporte autant de bonnes choses, hein, parce que... Je pense que c'est normal, en fait, en étant, réalisateur, producteur, acteur principal, il s'est dit, on va mettre une petite nana sympa qui va tomber amoureuse de moi. Et voilà, totalement. C'est dit, hein. C'est ça. Au moins, pas de la beauté, mais au moins de la beauté intérieure. Sa beauté intérieure. Voilà, c'est ça. Exactement, ouais. Non, mais voilà, c'était le petit truc. Voilà, c'est pour changer. J'ai pas voulu faire des gros globes. On va y arriver. Vas-y. Des gros globebusters. Quoi? Je sais pas de quoi tu parles. Blockbuster, voilà. Je suis fatigué, c'est le soir. D'ailleurs, il y a la musique de Ghostbusters dans ce film. Aussi, aussi. Ouais. C'était marrant parce que il y a un épisode de Stranger Things d'Halloween, ils se sont déguisés en Ghostbusters. D'ailleurs, ils sont les seuls. Oui, c'est les seuls qui sont déguisés. Les pauvres. Donc voilà, c'est un film plutôt... J'ai même pas envie de dire familial, parce que je pense que quand t'as 16 ans ou 15 ans ou même moins, t'as pas envie de le regarder avec tes parents quand tu as des blagues comme ça. Mais c'est à voir aussi à Halloween, pourquoi pas, why not. Je pense que c'est un film où ils se sont fait quand même plaisir à le faire, ils sont tapés des barres, je pense qu'ils ont bien rigolé. Oui. Et il y a quelques caméos, il y a quelques stars qui sont quand même assez connus, il y a Steve Buscemi, je crois, qui est un énorme acteur, Reservoir Dog, Fargo, Pulp Fiction, Big Lebowski. Ah oui, mais les acteurs ils sont bons et effectivement ils sont connus. C'est pas c'est étonnant de les voir dans des rôles comme ça, mais voilà. Il y a Shaq aussi dedans, Shaquille O'Neal. Oui, Shaq, avec une voix merveilleuse. C'est sa femme qui a sa voix et lui il a la voix de sa femme. Il y a Ben Stiller qui apparaît. Ben Stiller, oui. C'est son pote. Hein, oui, forcément. Ben Stiller, c'est vraiment lui aussi, c'est le pro des neuneux. Hein, il joue souvent des rôles comme ça aussi, un peu. Comme, comment ça s'appelle ce film où il a le regard Blue Steel comme ça. Je me rappelle plus, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Zoolander, je crois, un truc comme ça. Ça aussi, c'est dans cette gamme de films un peu neuneux, un peu potache. Voilà. Il y a Noah Schnapp. Là, tu as fait la liste. T'as la liste. Tu sais, c'est celui qui joue dans Stranger Things aussi. Oui. En fait, donc. Oui, tu le reconnais quand même. Mais il a grandi. C'est rigolo, hein, parce que les films dont on voulait parler ou les séries dont on voulait parler, en fait, ils ont tous un point commun. Et c'est déjà tous, c'est Halloween, le film Halloween. Oui. Puisque... Et en plus, des petits trucs, on a trouvé que chaque film qu'on a vu, en fait, il y avait toujours une petite ref, en fait. Hein, il y a toujours, de toute façon, ils essayent de faire une ref au film d'horreur vraiment pur genre. Voilà, même si là, les deux que j'ai présentés, il y a un côté plus familial, plus bonbon sucré, même pour Trick or Treat, qui est plus sérieux, qui est un peu moins... Mais il y a toujours l'humour qu'on retrouve dans les films d'horreur, etc. Donc bon... Exactement.
Voilà. Toi, t'en avais pensé. Toi, t'avais pas trop aimé, hein, je crois. Hein. Bah écoute, franchement, c'est comme tu disais, hein, c'est un petit plaisir coupable en fait. C'est pas un film qu'on va regarder absolument en se disant je vais regarder un chef-d'œuvre, masterpiece quoi. C'est ça. C'est vraiment voilà, bon, comme tu disais, si le soir d'Halloween vous savez pas quoi regarder, ben let's go, hein, tapez-vous Hubie Halloween. Voilà. Mais après il y a des trucs rigolos comme tu sais, il y a un labyrinthe à un moment donné, ça fait penser à Shining. Oui, non, mais ils ont fait plein. Bah, ils ont fait plein de clins d'œil. Hein. Y a pas de souci, c'est quand même voilà, il y a des trucs, on se dit, voilà, quand même, ils ont fait un petit effort d'aller chercher des petites références, des petits trucs fun dans la culture, en fait, d'Halloween, hein, des films d'horreur, en fait. Ouais, c'est ça. Et voilà, c'est fun. Ouais. Moi, en fait, j'étais, on va dire, agréablement surpris, dans un sens, mais je t'avouerai que c'est pas mon les truc. Cris, les blagues, c'est vrai que quelquefois, tu fais... Je rangerais plus dans la case à éviter, mais c'est voilà, après... Sincèrement, si je parle à des gens qui aiment les films d'horreur ou qui aiment les trucs comme ça, non, je ne vais pas leur conseiller ça. Par contre, à des jeunes, why not quoi, voilà. Je pense qu'il est en plus, je ne sais même plus, c'est déconseillé au moins de 13 ans ou 16 ans. Non, je crois que c'est 13 ans. Hein, je crois. Ok. Donc c'est assez facile à regarder malgré tout. Mais c'est validé par Momo alors. Validé, voilà. Hein, vous êtes au courant, vous pouvez aller le voir. Voilà, on fait un tampon, allez voir, on verra bien ce que vous en penserez. Vous avez qu'à nous faire le retour. Hein. Ok, ça marche. Et on verra bien. Mais toi, tu parles d'un truc un peu plus sérieux. Moi, j'ai fait un peu les trucs un peu... Eh ben écoute, oui, on va enchaîner avec du lourd et du lourd et vraiment du chef-d'œuvre. Hein. Pour moi, je trouve que c'est quand même un petit chef-d'œuvre. C'est Sleepy Hollow. Ouais. Donc de Tim Burton. Qui a shooté tout ça sur film en 35 mm. Ce qui est quand même, en fait, à un moment où les producteurs et les réalisateurs ont abandonné un peu le film et commençaient à passer au numérique. Tim Burton il a dit non, moi je vais shooter sur film et il a fait un film incroyable, Sleepy Hollow, avec la musique de Danny Elfman toujours, donc c'est vraiment son acolyte en fait, hein, c'est un grand musicien qui avait en fait des groupes un peu particuliers, un peu expérimentaux, mais qui a en fait décidé de passer à la musique de film. Donc c'est Coppola qui fait la production quand même. Ah ben, c'est pas n'importe qui. Puis même les acteurs. Hein. Les acteurs sont incroyables. Hein. Johnny Depp, Christina Ricci. Oui. On a aussi Christopher Walken, qui est énorme aussi. Il y a l'acteur qui joue Saruman, bah oui. Christopher Lee. Que tu vois au début. Et d'ailleurs, il y a un petit clin d'œil quand tu le vois. C'est celui qui est le juge, qui lui dit bon, vous allez dégager à l'autre bout du territoire là. Et si tu regardes bien, il a les deux petites ailes derrière. Oui, il y a un petit plan. Très classe avec Christopher Lee. Ouais. Bah, il a joué Dracula, je crois. Hein. Dracula aussi. Ouais, je crois. Hein. Ouais. Donc c'est pour ça le petit plan, je pense que il y a un petit côté Dracu. C'est bien possible. Donc voilà. Mais bon, il y a aussi, voilà, comme d'hab, hein, ils font des petits Easter eggs ou des clins d'œil. Hein. Alors, tu sais, c'est un film qui devait être en noir et blanc en fait. Donc finalement en fait je pense que c'est les studios qui ont dû leur dire non mais en noir et blanc quand même c'est 99 hein, on est en 1999 et le noir et blanc c'était plus à la mode hein. C'était vraiment pas un truc qu'on faisait mais c'était une prise de parti que voulait prendre Tim Burton et c'est pour ça qu'en fait on se retrouve avec un film qui fonctionne en noir et blanc mais qui est en couleur avec une palette de couleurs qui est vraiment particulière. On est sur des bleus profonds, des ocres, quelques rouges, mais il y a voilà, surtout le rouge pour le sang et pour certains détails. D'ailleurs, le rouge dans ce film, c'est une couleur qui est très importante en fait, hein, qui est liée à l'histoire. C'est clair que tu pourrais faire presque en noir et rouge avec du rouge. Ouais. Tu pourrais très bien faire à la... C'était quoi, Sin City ? Sin City, ouais. Ouais, Sin City, voilà. Sélectif, ouais, c'est ça. Ils auraient pu le faire aussi comme ça. Après, je dois avouer que moi, à titre perso, la couleur était pas si mal là-dessus, mais tu peux très bien l'imaginer effectivement en noir et blanc. Ouais. Les couleurs sont très passées quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Si tu regardes bien, en fait, t'as une palette qui est vraiment d'ailleurs...
un peu exposé au début du film. En fait, on commence sur des plans avec des lettres, une lettre qui est en train d'être écrite avec de la calligraphie, et on voit en fait donc cette couleur d'encre sombre, la couleur du papier qui est un peu ocre, un peu beige. Joli, ouais. Et donc on a des plans avec cette palette qui est directement exposée dès le départ du film. Donc l'histoire un peu en fait, on va en parler un petit Si peu. quelqu'un la connaît pas, on pourra faire un bilan rapide. L'histoire de Scipiolo, en fait, c'est l'histoire du cavalier sans tête qui, en fait, tout simplement, on pense que c'est une légende d'un cavalier sans tête qui viendrait et qui, en fait, décapiterait les gens dans la ville, en fait. Donc, on va suivre le personnage joué par Johnny Depp, qui est Ichabod Crane, qui va enquêter, en fait, sur ce cavalier sans tête. Donc il est envoyé par Christopher Lee, par notre Saruman, Par Saruman, allez. qui l'envoie en fait enquêter dans un petit village en fait où il y a eu plusieurs meurtres et dont on ne sait pas en fait qui vraiment a tué ces gens. Dès qu'il arrive, Johnny Depp en fait il est confronté un peu à ce côté irrationnel en fait, parce que lui il cherche avec ses méthodes, en fait, Ichabod, il est très moderne pour l'époque, c'est-à-dire qu'il va se servir de la science et de la raison pour tout simplement résoudre ce mystère. Parce que pour lui, il arrive, il dit non, mais ça peut pas être un cavalier sans tête, c'est n'importe quoi, c'est quoi ces histoires? Il n'y croit pas une seconde, sauf que. C'est Johnny Depp et qui est l'égérie de quand même Tim Burton. Donc Tim Burton, bon, s'il n'y a pas un peu de fantastique quand même. Exact. Tim Burton, c'est du burlesque, c'est de l'horreur un peu flamboyante, hein, on va dire. C'est comment dire, c'est vraiment théâtral, c'est gothique. Il y a même ce côté, on appelle ça grand guignol, un peu, c'est grand guignonesque en fait. Là, dans ce cas-là, oui, effectivement, Johnny Depp est un peu guignolesque. Dans sa façon de jouer, un peu surjoué, on voit un peu comment dire, le début de sa façon de jouer un peu qu'il a sûrement pris de Pirates des Caraïbes, qui a fait plus tard Pirates des Caraïbes, un peu ce côté... Oui, ce côté un peu burlesque, un peu étrange. Voilà, c'est ça. Ouais. Et même, parfois, il brise le quatrième mur, hein, ce qu'on appelle le quatrième mur, c'est-à-dire que c'est comme si, en fait, d'un coup, je parle à la caméra comme ça. Parfois, il a des regards vers la caméra. En fait, on a la caméra qui est carrément sur son visage et qui nous regarde, qui amène un peu ce côté un peu comique, un peu de comédie, en fait, un peu burlesque, comme on disait. C'est léger quand même, c'est de l'horreur, mais c'est léger, c'est un peu excentrique. C'est Tim Burton, hein, il est comme ça, il aime ça aussi. D'ailleurs, l'excentricité vient de Johnny Depp. Hein. Le reste est assez sombre. C'est lui qui est effectivement un côté un peu plus fou, on va dire, dans sa façon de jouer. Les autres sont un peu plus... Oui, ils sont plus sérieux. Plus sérieux. Lui, il est un peu plus décalé. D'ailleurs, ce qui est drôle, parce que tu me fais penser à ça, parce que en fait, c'est le personnage qui, normalement, est le plus raisonnable, qui, au final, en fait, Totalement. quand il joue, il est plus déjanté que les autres. En fait, c'est lui qui nous apporte un peu cette excentricité, en fait, hein, dans sa façon de jouer. Ouais, c'est un paradoxe. En fait, quand tu comprends qu'en fait, il flippe tout au long du film, en fait. Ah, il est pas, ça se voit assez vite que... Il n'est pas dans son élément. Même au tout départ, quand il repêche le cadavre on ne sait plus si c'est la Seine, mais enfin, en ville, tu sais. Tu le vois, il le touche pas, il va pas le récupérer. Tu vois qu'il est à distance quand même. C'est lui, il veut enquêter, mais d'un autre côté, il est... peureux, je sais pas si on pourrait dire ça, mais... Il est peureux, c'est un couloir, hein, on le voit dans certaines scènes, hein, même quand il fait certaines autopsies, en fait, il est à moitié dégoûté en même temps qu'il fait. Totalement. Il n'est pas très rassuré tout le long en fait, de l'histoire. D'ailleurs, en fait, quand il est confronté au vrai cavalier sans tête, il perd un peu les pédales. Totalement. Et on le retrouve transi comme ça dans sa chambre. En fait, il est complètement flippé. Il veut juste partir en fait de ce. Oui, et puis là, c'est le cas où il y a de la comédie aussi. Oui, parce que d'ailleurs, en fait, il y a tout le monde qui le regarde et qui est terrifié. Et puis ils font on te l'avait dit, hein, c'est un cavalier sans tête. Hein. Tu t'attendais à quoi en fait? Et puis lui, il répète continuellement c'est un cavalier sans tête. Oui. Mais on vous l'avait dit. Mais vous l'avez pas compris, il n'a pas de tête.
Donc Ouais. tu retrouves ce côté voilà, humour dans un côté sombre, Mm. qui est la Tim Burton, totalement. Ouais. Bien sûr, ouais. Donc, en fait, ce cavalier sans tête, il a une histoire, hein, et on va suivre en fait tout le long du film comment il en est arrivé là, qui est-ce qui le manipule aussi, hein, parce que C'est beaucoup plus, effectivement, plus compliqué que le spectateur peut appréhender d'emblée. voilà, Au début, on se dit, tu me disais ça il y a pas si longtemps, juste avant qu'on commence. Effectivement, je te posais la question, est-ce que le spectateur, à ton avis, pouvait penser que c'était du fantastique ou un thriller? Enfin voilà, est-ce que moi, à titre perso, quand je l'ai vu, je savais que ça allait être du fantastique. Mais toi, tu m'as dit non, le film est fait de façon à te donner un doute oui, bien sûr. sur est-ce que c'est une manipulation, est-ce que c'est plutôt la réalité. Donc moi, je l'ai pas vécu comme ça, mais bon. C'est-à-dire que quand tu regardes le cheminement de Ichabod, en fait, il utilise la raison pour trouver la vérité. Totalement, oui. Et la vérité, parfois, la raison, elle t'amène à une vérité qui n'est pas la vraie, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'au moment donné où il n'y a plus de raison, c'est-à-dire qu'il arrive dans un cadre où la raison, elle explose complètement, on se retrouve avec vraiment un univers magique, en fait. Et lui, il essaye quand même de calquer sur ça un esprit rationnel. Et c'est ce qui l'emmène, qui le fourvoie, en fait. C'est pour ça que tout au long du film, en fait, il va se tromper, tout simplement. Il ne va pas vraiment savoir ce qui s'est passé, parce que justement, il voulait utiliser la raison là où elle n'existe plus, là où il n'a plus besoin. D'ailleurs, c'est Christina Ricci un peu qui essaie de lui ouvrir l'esprit. En fait, dans son rôle, c'est une jeune fille qui est plus du côté magique, en fait, qui voit la nature et la magie comme quelque chose, comme un tout. Et elle est un peu à l'opposé de sa façon de penser. Et pourtant, sans raison, elle avait raison. Oui. Elle avait raison. Donc dans ce film, on a une belle thématique en fait du romantisme contre en fait le rationalisme, en fait, contre la rationalité. Donc tout au long, tu le vois avec cette histoire en fait du cardinal rouge, le petit oiseau rouge que en fait Johnny Depp laisse s'envoler, qui était en cage, en fait. C'est un peu la cage, c'est un peu le symbole de la raison, qui est justement une grille sur le monde en fait on doit faire éclater, parfois on doit ouvrir cette cage pour être libéré, pour pouvoir trouver la vérité, en fait. Einstein disait avec la raison, vous allez, avec la logique plus précisément, vous allez d'un point A à un point B avec c'est pas de l'imaginaire, oui, c'est avec de l'imaginaire, vous pouvez aller partout, en l'occurrence. Ah, c'est beau ça. Mais je sais plus si c'est le mot imaginaire, désolé. En tout cas, oui, chercher. il y a ce côté-là, en fait, où... Oui, puis d'ailleurs, il y a le petit... tu parlais du cardinal. Oui. D'ailleurs, ça revient perpétuellement avec ce petit objet de jeu d'enfant, d'illusion d'optique. On parle bien d'illusion, hein, ouais, aussi, c'est ça. Hein. L'illusion en fait, de savoir la réalité, l'illusion en fait du monde en lui-même, parce que comme dit je vais parler de philosophie, mais comme dit Nietzsche, en fait en gros la vie n'a aucun sens, il faut donner du sens à sa vie. Et c'est un peu ça, en fait, c'est-à-dire que on voit le petite illusion d'optique, en fait, qui manipule tout au long, et il s'en sert justement aussi comme un peu pour se focus, pour réfléchir, en fait, et trouver... L'illusion d'optique, parce qu'on n'a peut-être pas expliqué, c'est un petit palais de bois où un côté il y a un oiseau qui vole et de l'autre côté une cage, et quand on va vite, effectivement, on croit que l'oiseau est dans la cage. Voilà, c'est ça. Et sinon il est hors cage, quoi. Voilà. L'illusion, en fait, c'est que l'oiseau n'est pas dans la cage, mais dès qu'on met en action, dès qu'on tourne, en fait, il se retrouve enfermé dans sa cage. D'ailleurs, c'est Christina Ricci, dans son rôle, en fait, elle refuse un peu cette cage, hein. Totalement. C'est un peu l'oiseau, justement, qui veut la liberté, qui veut croire à la magie, etc. Donc c'est cette belle opposition qui, au final, en fait, qui font qu'ils s'attirent l'un l'autre, en fait, hein. Donc voilà, c'est un très beau film. Moi, j'ai vraiment adoré, encore une fois, le revoir. Oui. Après, il y a eu plein de discussions, j'avais vu par pas mal de monde, de savoir à quel moment Tim Burton avait un peu basculé dans... Tu sais, il y a eu les grandes années Tim Burton, et à un moment où ça s'est un peu délité, tu sais. Et beaucoup se posent la question à quel niveau. Sleepy Hollow, c'est quelle date, quelle année 1999. 99 Ouais. Putain, je suis si vieux que ça. Putain, chaud.
Ouais, ça fait un petit moment. Ah, je vais... Bon, on arrête là, on boit un coup. Je veux pas m'en remettre. 99, putain, j'avais l'impression de l'avoir vu grand. T'étais grand, d'accord, ok. Alors en fait, pourquoi on parle de ce film pour Halloween? C'est pas juste parce qu'il y a des citrouilles, parce que c'est Tim Burton, etc. C'est qu'il y a une thématique aussi d'Halloween, toujours la même, hein, c'est en fait le passage entre deux mondes. Et dans ce film, le portail entre deux mondes, c'est cet arbre des morts. Le fameux arbre en fait, qui est d'ailleurs magnifique, hein. Je trouve que visuellement, ils ont vraiment fait ça d'une belle façon pour illustrer en fait ce passage. Et donc en fait c'est ce fameux cavalier sans tête qui vient de ce passage. On va pas non plus révéler toute l'histoire, voilà. Mais voilà, il y a un peu cette thématique qui revient en fait d'Halloween. Et c'est pour ça en fait qu'on pouvait l'inclure dans ce podcast ce soir. Oui. Et puis comme tu disais, il y a beaucoup de symbolique et puis la rationalité contre la croyance. Mais d'ailleurs, il y a aussi les deux vies, comme tu disais. Johnny Depp qui vient de la ville rationnelle et qui va à la campagne où c'est irrationnel pour lui, où ils ont des croyances. Et Christina Ricci qui, elle, est dans la croyance, mais qui va finir, dans le film, à venir en ville. C'est deux destins qui se croisent et qui se complètent. Lui, il a fallu qu'il aille à la campagne pour être un peu moins, on va dire, strict dans sa croyance en la science. Carrément tout et elle, elle apprend à aussi la raison avec Johnny Depp, quoi. Voilà. Ouais, en le suivant, en fait, dans la vie citadine, hein, à la fin du film. D'ailleurs, elle-même, elle te dessine des pentacles, tu vois, elle est dans cette croyance. D'ailleurs, on a eu une discussion, je ne sais pas si quelqu'un aura la réponse. C'est, pour moi, les dessins des pentacles qu'elle a fait n'a jamais servi à rien, en réalité. Elle n'est pas sorcière, pour moi. Ton côté rationnel te dit qu'en fait... Pour moi, dans le film, à chaque fois qu'elle a fait, ça n'a jamais marché. Pour moi, hein, sous le lit de Johnny Depp, de toute façon, il se remettait tout seul, hein, donc ça... C'est pas vraiment ça, mais celui qui est encore plus marquant, c'est quand elle le fait dans l'église pour protéger tout le monde et que son père se fait harponner et embarquer par le cavalier sans tête. Alors moi, je pensais que en fait, quand elle le fait dans l'église, tout simplement, ça empêche le cavalier de rentrer. Mais toi, tu me disais que... non, parce qu'il s'est arrêté avant, c'est au bout d'un moment qu'elle le fait. Sauf qu'il s'était déjà arrêté avant, il pouvait pas aller dans l'église, quoi. Il vient carrément de l'enfer en soi. Il est condamné à l'enfer. Il est juste là parce que, on va pas parler vraiment du scénario vraiment, pour pas spoiler, mais il est là pour une raison bien particulière, mais il est de l'enfer, donc il pourra pas passer le portail pour aller vers l'église. C'est pour ça que d'ailleurs il harponne, pour récupérer, parce qu'il pouvait pas aller le chercher. Pas rentrer dans l'église. Après, moi, comme je te disais, en fait... pour moi, je pense que c'est vraiment une manière de garder l'intérêt, de brouiller les pistes. Ah, ça, c'est sûr. De jouer, en fait, avec l'imagerie, justement, de magie, de satanisme, etc. En fait, ça brouille les pistes et puis ça nous pose aussi des questions. On fait un petit cheminement avec Ichabod, en fait, en essayant de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment. Est-ce qu'il y a vraiment ce côté magique? Est-ce qu'il a vraiment une action sur le monde, sur le destin, en fait, de nos personnages? Et en effet, oui, la question se pose, est-ce que vraiment, déjà on pense au départ, on ne sait pas trop si elle est gentille ou pas, si elle est méchante avec sa magie, si c'est... C'était mercredi quand même avant, ouais. Mercredi, elle était pas très... Enfin, elle est un peu psycho. Hein. On a des petits doutes, etc. tout au long du film, donc voilà, c'est aussi une manière, je pense, de brouiller les pistes. De brouiller les pistes dans le scénario et de nous tenir en haleine, de nous laisser le cerveau allumé. Ouais. Puis il y a plein de questionnements que tu te fais. C'est pourquoi ce cavalier sans tête? Pourquoi certains morts? Pourquoi? Tu as tout le long cette intrigue qui se résolve vers la fin, on va dire. Tout simplement, c'est le final qui t'apprend toute cette histoire. Exact, c'est un vrai reveal, hein. On va pas non plus tout on va rien dire. Mais... Au cas où quelqu'un ne l'ait pas encore vu, ce qui m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Voilà, en tout cas, belle pioche pour Halloween. Ouais. Je trouvais que ça allait bien. Non, c'était bien. Puis l'ambiance, mais c'est pas. D'ailleurs, après, on pourra parler un petit peu. On va élargir, mais c'est aussi l'ambiance, quoi, d'Halloween. Ça veut dire que c'est une ambiance. Ça peut ne pas être directement lié à Halloween. Si je dois conseiller des films, c'est pas forcément
typique d'Halloween, et lui, il rentre dans la case ambiance perfecte. Et d'ailleurs, on voit beaucoup de citrouilles, etc., des têtes de Totalement. Jack O'Lantern. Tu arrives là-dessus, hein, tu arrives sur la citrouille, Exact. au premier mec qui se fait couper la tête. Donc, De suite. Ouais. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que j'avais remarqué un truc, c'est que tout au long, on voit ces têtes, en fait, Ouais. un peu roulées dans tous les sens, et des citrouilles qui sont en forme de tête. Et finalement, le cavalier n'a pas de tête. Donc, tout au long, en fait, on a cette thématique de la têtes tête. coupées et de têtes un peu partout, quoi. Ouais. Où est sa tête? Bon, en C'est tout ça. cas, voilà, écoute, moi, c'est tout ce que j'avais à dire Ok. sur Sleepy Hollow. Moi, Et- là, je vais un peu ouvrir, on va dire un peu plus grand. Je vais parler un peu de livres. Allez. Vite fait, parce qu'on va pas s'éterniser, c'est déjà pas si mal pour une première fois. Et puis parler d'autres films qui, pour moi, je les regarde très volontiers à Halloween, pour l'ambiance, pour le temps aussi, parce que même si j'adore Les Dents de la Mer, pendant la période d'Halloween, c'est un peu particulier, quoi. Il fait beau, il fait chaud. Bon, Halloween, je ne sais pas, j'adore, hein, mais peut-être pas à cette période-là. En livre typique d'Halloween, hein, vraiment là, juste pour te donner un exemple, j'avais lu L'Arbre d'Halloween de Bradbury. Ray Bradbury. Ouais. Ouais, celui qui a fait, Fahrenheit 451. qui est très très bien pour moi, je trouve, qui est carrément à lire en ce moment. Avec tout ce qui se passe. Ouais. Avec tout ce qui se passe, j'ai l'impression que c'est des livres qu'il faudrait relire, comme 1984 et d'autres. Orwell, Le meilleur des Huxley, voilà, Huxley, etc. Excellent. Donc j'avais lu L'Arbre d'Halloween et j'avais été mitigé au départ. La première fois que je l'ai lu vite fait, parce que on travaillait là-dessus, donc lire, regarder des films, lire, regarder des films. Et Regardez les films, surtout en aussi, jouant. aussi. Mais bon, disons que voilà. Et puis il paraît que je travaille, donc voilà. C'est sûr. Hein. Faut Et trouver donc le temps. la première lecture à froid comme ça m'avait laissé mitigé, il m'avait perdu. Alors au niveau écriture, c'est Bradbury, c'est pas le dernier, voilà, hein, c'est un grand C'est auteur, un grand classique. Hein, oui. c'est un classique, donc le mec il écrit bien, il y a pas de souci. Par contre, comme il raconte à froid, ce qui m'avait perdu, c'est qu'il va t'emporter, justement, on parlait au tout début de ce podcast, qu'il y avait des fêtes des morts un peu partout dans le monde, et il va le faire lui aussi dans ce livre. C'est un livre qui va raconter le soir d'Halloween de quelques gamins qui vont aller chercher des bonbons. Un des gamins semble un peu malade, pas très bien, et il leur dit « Partez sans moi, je vous rejoindrai ». Et ils vont faire la rencontre d'un arbre un peu particulier, où suspendu à ses branches, il y a des dizaines, des centaines de citrouilles. Et un type un peu excentrique qui leur fait peur au départ, mais qui va leur dire « Vous savez d'où vient Halloween ?» Et là, il va les embarquer dans un conte un peu... C'est un conte, en réalité. Et il va les embarquer dans différentes périodes, donc différents lieux et différents temps, pour expliquer d'où vient Halloween. Et que Halloween, en réalité, Samhain, a toujours été dans la culture humaine, quelle que soit la culture, dans chaque peuple, on fête ses morts et le pourquoi. Donc, le fait qu'il me trimballe en Égypte, ça m'a cassé mon côté Halloween, tu sais, mentalement, le côté... ça t'a déstabilisé. Ça m'a déstabilisé total. J'ai fait pourquoi je suis en Égypte, il fait chaud. Je t'attendais un peu au un truc traditionnel, standard, voilà, standard. Et donc ça allait pas. Alors première lecture à froid, ça m'a laissé un peu froid en me disant ouais, je sais pas, voilà. Et en relisant et en essayant de regarder un peu mieux, en réalité, c'est un livre intéressant. En tout cas, au moins historiquement pour moi, ça veut dire qu'il te donne vraiment des exemples. Des petites anecdotes cachées dans le conte sur effectivement, en tout cas peut-être sa vision, je ne sais pas, faudrait parler à un ethnologue ou un anthropologue, etc., ou un historien, mais en tout cas sa vision de Halloween et des connexions qu'il y a et de cette connexion de tous les peuples sur ce voile qui, à un moment donné dans l'année, devient si mince que les morts et les vivants peuvent se réunir ou pour fêter un truc ou peut-être pour autre chose. Donc voilà.
Donc c'est un livre sympa. C'est vrai que c'est intéressant parce que tu vois, hein, plus on gratte, plus on creuse un sujet et plus on commence à comprendre c'est ça, en fait, qu'il n'y a pas que la version américanisée ou commerciale de la fête, par exemple. Il y a tout un héritage culturel derrière et que c'est transversal dans toutes les cultures aussi. Oui, totalement. Et donc, bon, est-ce que je le conseille ? Oui, en réalité, parce qu'il est intéressant. Alors, pour moi, qui suis plus... qui sera plus vraiment fantastique, horreur, machin un peu plus traditionnel, machin. Bon, c'est plus pour, on va dire, la culture. Disons que tu vas pas en regardant la couverture, dire c'est un livre sur Halloween, ouais. Il doit y avoir des vampires. C'est ça. Là, si le mec il parle là-dessus, il va pleurer. Non, ça parle de l'histoire voilà. d'Halloween. C'est ça. Et il est intéressant là-dessus. Alors, c'est peut-être pas ma cam, ça sera la cam de quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. De toute façon, l'art, c'est vraiment subjectif. Là, celui-là, je pourrais dire simplement qu'il m'a plu sur le point de culture, de connaissance. Moins sur l'histoire, qui est plus, on va dire, bizarre pour moi, puisqu'ils vont aller de façon totalement magique d'un point A à un point B, et d'une époque. Ils font l'Égypte, ils font le Mexique, ils font Paris, donc c'est un peu... Quelquefois, quand tu as l'habitude des trucs traditionnels, c'est un peu compliqué à tenir. Mais globalement, si tu t'affaires à regarder plutôt, à lire entre les lignes l'histoire ou la vision d'Halloween, il est très intéressant. Ok, ben écoute, en parlant d'histoire d'Halloween, moi je vais te parler un peu du film Halloween. Oui. Bah là, au moins, on n'avait pas parlé encore. On en a parlé beaucoup, en fait. On aurait peut-être pu l'aborder un peu plus tôt dans le podcast, mais c'est assez drôle parce que justement, maintenant, vous allez voir un peu d'où ça vient, tout ça. Hein. Le OG Halloween, le premier, le film de Carpenter en 1978. Ça date, hein, ça fait un petit moment maintenant. C'est clair. Moi, j'étais pas encore né. Je t'emmerde. Bon, vas-y. Écoute, c'est la base. C'est vraiment le film d'horreur originel, quoi, on va dire. Il y a d'autres films qui sont sortis avant. Il y a même Massacre à la tronçonneuse qui est sorti avant. Mais là, c'est un slasher pur et dur, quoi. Ouais, c'est le vrai, quoi. Mike Myers, c'est son apparition, c'est l'origine, quoi. John Carpenter, qui est quand même un réalisateur aussi incroyable, hein, qui est arrivé avec des petits budgets, avec des bouts de ficelle à faire des choses incroyables. D'ailleurs, Halloween, il y a beaucoup de partis pris, en fait, tout simplement pour réduire les budgets, pour trouver une solution. Et en fait, ça fonctionne. Les palettes de couleurs, en fait, c'est un des premiers films qui a instauré un peu une palette qui va influencer beaucoup d'autres films après. Donc il y a du bleu, cyan, enfin c'est la nuit. Il y a du rouge, des oranges, du ocre un peu. En fait, c'est un peu les couleurs de Sleepy Hollow. C'est un peu les couleurs de Hubie Halloween. C'est un peu les couleurs de Bodkin. D'ailleurs, c'est aussi d'autres films comme Blade Runner, par exemple, qui ont été influencés, qui sont partis en fait dans ce délire de, en fait, on appelle ça orange and teal. C'est un look en fait qu'on retrouve maintenant beaucoup, même dans la plupart des films qu'on trouve actuellement, et même dans certaines vidéos de youtubeurs, de podcasters en fait, qui utilisent ce code en fait un peu de couleur de orange, cyan. Des bleus un peu électriques. D'accord. Et donc la base c'est Halloween, hein, c'est assez fou de voir ça d'ailleurs. Parce que 1978, c'est il y a quelques temps, mais c'est pas si longtemps que ça, on va dire. Après dans la culture, les couleurs, enfin au niveau du dessin, quand tu fais une BD, pour les films aussi, je suppose, les couleurs ont une signification. Tu sais, le vert, c'est la maladie, tu vois, le rouge, c'est le sang. Bon, l'orange, à mon avis, c'est typique des citrouilles, donc fait une référence mentale à Halloween. Mais le bleu, les trucs froids, c'est la mort, c'est aussi le côté, le danger, quoi, potentiellement. C'est la nuit, voilà. C'est Halloween, hein, tout simplement, hein, ça fait peur. Ouais.
Et c'est citrouille à fond. D'ailleurs, le générique de Halloween, c'est pure citrouille en fait. Ah, mais le générique, cette petite musique, elle est connue même quand tu l'as jamais vu le film, tu le reconnais. De John Carpenter d'ailleurs aussi, hein, parce que c'était quelqu'un, comme je disais, qui savait faire des films avec ce qu'il avait, les moyens du bord, et qui lui-même en fait s'intéressait beaucoup à faire en fait des choses comme la musique et les effets spéciaux, etc. C'était tout géré de façon à ce que ça coûte le moins possible et que ce soit efficace et que ça fonctionne, quoi. Donc, tu me rappelles un petit peu le speech de Halloween. Alors le plot de Halloween, en fait, c'est un film qui est assez particulier quand même. Ça commence par une scène en first person, quoi, comment dire, la première vue, la première personne. Et donc il y a une steadicam en fait qui se balade, hein, on ne sait pas trop ce qui se passe. On comprend que c'est quelqu'un qui est en train d'observer une maison, qui rentre, qui prend un couteau et on arrive jusqu'à une scène de meurtre. Donc, en fait, c'est assez bien filmé parce que justement, c'est à la première personne et on a tout le long, en fait, on se demande qui a fait ça, quoi. Il met un masque et il va tuer une jeune fille qui est dans sa chambre. Et on comprend en fait que c'est un enfant, c'est le petit frère qui a tué sa grande sœur. On comprend pas trop pourquoi, quelles sont ses motivations, qu'est-ce qui l'ont poussé à faire ça. Sans doute, comment on appelle ça, la succession, quoi. Il voulait se débarrasser de sa grande sœur qui était un peu pénible. Non, en fait, il n'y a pas de raison. Hein. C'est d'ailleurs, c'est un des premiers films comme ça où on a un tueur qui tue sans raison, qui va tuer n'importe qui, n'importe quand. Il s'appelle en anglais The Shape, hein, la forme, en fait. Et la silhouette sur DVD. C'est assez novateur, hein, parce que d'ailleurs... ah oui, c'est la silhouette en oui. C'est The Shape. Okay. Oui. Donc c'est assez novateur parce que déjà, on a une première scène, c'est quand même un enfant qui est le tueur, qui a d'ailleurs un couteau complètement démesuré. Hein. C'est assez choquant, étrange en fait, parce que je me rappelais pas très bien. Je me souvenais de cette scène en première personne, mais je me rappelais pas que c'était un enfant qui tue en fait au départ. Donc cet enfant, c'est Mike Myers, c'est ce fameux Myers qu'on connaît bien, hein, dans les jeux vidéo par exemple, dans DBD, Dead by Daylight. On joue souvent avec ce personnage. En fait, c'est vraiment... on voit la genèse en fait, de Myers qui, après, ensuite, s'échappe de son asile parce qu'évidemment, il s'était fait attraper de suite sur son premier meurtre. Oui. Il s'échappe de l'asile et il va continuer à tuer et tuer encore et encore et encore. Pourquoi ? Parce que... Pourquoi c'est si méchant ? On a la même rêve. Exactement. On est vieux. Donc dans ce film, il y a Jamie Lee Curtis qui joue Laurie Strode. D'ailleurs, en fait, c'est un personnage qui est récurrent dans toute la série d'Halloween. Que j'ai pas vu. Je t'avouerai que j'en ai vu un quand j'en ai loupé quelques-uns, j'en ai revu plus tard, mais elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle est pas morte. Elle tient le coup, elle a même voulu le tuer dans Halloween Kill, etc. On la comprend en même temps. Au bout d'un moment, au moins de 30 ans de poursuite, t'as un peu les boules. Donc Jamie Lee Curtis qui joue un peu une héroïne quelconque. Hein. Moi j'ai l'impression que franchement il n'y a pas grand chose à dire sur elle. Il y a un truc. Qu'elle est babysitter. Aussi, mais que c'est par rapport à ses amis, typique du slasher. Ah ses amis, oui, c'est plus compliqué. Ses amis sont un peu plus volages, elles sont moins sérieuses. Elle a la pureté. Chasser les garçons, mais pas comme dans Trick or Treat. Dans Trick or Treat. Là, elles sont pas volages, c'est autre chose. C'est sûr que leur comportement, comme tu disais, souvent dans le code des slashers, ça amène rien de bon en général si tu fais la fête et que tu bois ou que tu vas avoir... tu te drogues ou ce que tu veux. Généralement, t'as Myers quelque part qui va te... Ce n'est pas sale, mais quand même... Mais je tue sans raison. Mais par contre, je laisse tranquille quand même celle qui a le plus de vertu et les autres... Bon, alors après ça, c'est vrai que c'est à débattre, hein, parce que vraiment, on va dire que comme on en a discuté un petit peu... On connaît pas sa sœur, on ne sait jamais ce qu'elle a fait. Laurie, comment elle arrive à s'échapper vraiment, à s'en échapper de ce tueur ? C'est souvent par la chance en fait. Hein. Oui. Parce que elle se débat, elle se laisse pas faire. Hein, elle utilise des cintres, elle utilise tout ce qu'elle a sous la main, des couteaux, etc.
Mais en gros, elle y échappe un peu par chance, hein, parce que les autres, ils n'ont pas eu cette chance-là. Il y en a un qui finit en brochette, Oui, après, c'est jouer avec sa nourriture, quoi. le fameux Bob. Le fameux Bob. Il y a un personnage qui s'appelle Bob, en fait, et qui finit tout simplement embroché par Myers, quoi. Mm. Donc, mais comment dire, tout dans ce film nous pousse vers cette version de, en fait, un tueur inhumain, un psychopathe, un vrai de vrai, qui a pas de raison de tuer, qui se tue tout simplement, on pense, pour le plaisir, ou enfin, on sait même pas vraiment s'il prend du plaisir, parce qu'il est tellement Oui, c'est entre inexpressif. psychopathe plus vraiment, enfin, c'est une machine de guerre. Mais il faut dire qu'au début, il est humain. Vers la fin, quand tu regardes, le mec, il peut pas brûler, il se prend des balles. Ah, tu pars dans la suite. Ah oui. Le mec, c'est clair qu'il est plus humain. Alors moi, écoute, la suite après le premier Halloween, le premier Halloween, c'est John Carpenter. Donc Ouais. c'est, on va dire, C'est pas lui qui a fait le reste. qui vraiment pose le canon. Et les autres films après, malheureusement, C'est la pour moi, licence, et ils ont voulu continuer. voilà, même Carpenter lui-même a dit bon, faites ce que vous voulez avec ça là, parce que moi il voulait pas participer au deuxième, etc. Il a juste donné il me semble qu'il a donné quelques idées, etc. Mais Oui. il a pas Encore le participé. deuxième, troisième, ça passe tant bien que mal. C'est après que ça commence à être plus compliqué. D'ailleurs, Myers, on l'appelle un peu, enfin en anglais ils appellent un peu le boogeyman en fait. Le boogeyman. C'est le grand méchant. Hein, on retrouve dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, le boogeyman. C'est une figure du mal tout simplement qui est pas forcément de motivation particulière, qui est pas forcément humain au final. Un vrai psychopathe, c'est quelqu'un qui est inhumain en fait. Total. Et même dans le film, à un moment donné. Ils disent c'est pas un homme, c'est pas un homme qui a fait ça, parce que je crois qu'il s'attaque à un chien. Mais c'est assez drôle parce que tu sens que c'est vraiment petit budget. C'est-à-dire que tu as une scène où un policier qui rentre dans la maison et en fait on comprend qu'il est dégoûté, il voit quelque chose, puis ils disent c'est un chien, qui est-ce qui a fait ça à ce chien et en fait il y a zéro plan du chien. C'est-à-dire qu'il n'existait pas. Ça peut être une girafe s'il faut, il a pas vu. Dit, on n'a pas de chien, on n'a pas de budget, donc on va juste filmer la réaction des personnages. Mais ça marche le client. Ça marche. T'as pas besoin de voir quelquefois pour... c'est ton imagination qui fait le boulot. C'est là où John Carpenter est un vrai maître de petits budgets, de pouvoir faire fonctionner tout ça avec des bouts de ficelle. Ça me rappelle Blair Witch. En réalité, tu vois rien dans Blair Witch. C'est à la personne de faire son histoire aussi dans sa tête. En fait, oui, faire l'histoire de petit budget, je pense qu'il n'y a pas que ça. C'est aussi, comme on disait, quand c'est bien fait, on n'a pas besoin de montrer. Il n'y a pas de sang dans Halloween. On voit quasiment pas. Il n'y a pas une goutte de sang, je crois, dans ce film. Pourtant, à l'époque, ça a terrorisé les gens, vraiment. Il y a des scènes qui sont un peu hard, quand même un peu difficiles. Genre, par exemple, quand il y a une femme qui se fait tuer dans une voiture, il y a des expressions sur le visage, etc. Mais on voit rien vraiment de ce qui se passe. Forcément, par contre, superbe. Après, quand c'est bien filmé, bon scénario. Ouais. Une vraie maîtrise des choses simples, des palettes de couleurs. Encore une fois, par exemple, je crois que la voiture, elle est rouge. On retrouve le rouge sur les pulls, sur les vêtements, etc. Et d'ailleurs, quand on parlait de Laura, qui est en fait une babysitter, il y a quelques scènes avec des enfants qui en fait, juste regardent la télé, et on comprend que aussi les babysitters, mais elles s'occupent pas vraiment des enfants, c'est un peu, on les met dans un coin et puis mais c'était à l'époque, je veux dire, faut pas casser les cacahuètes, les enfants. D'ailleurs, il y a un petit easter egg, à un moment donné, en fait, les enfants regardent la télé et ils regardent en fait un film qui s'appelle, ou une série qui s'appelle The Thing, La Chose. Oui, The Thing. Ouais. En fait, est un film que John Carpenter va John Carpenter, réaliser. Je crois qu'il se fait un petit clin d'œil à lui-même là. Voilà, exactement. Ouais, j'avais vu ça. Il y a des choses qui sont marrantes un peu, parce que ça m'a fait penser à La Cité de la Peur.
Quand même. Oui, pourquoi? Parce que Vas-y. je pense que C'était de la peur avait fait un petit clin d'œil en fait à Halloween. Ça, D'un autre côté, le départ, c'est un slasher. exactement. Attention, derrière toi, c'est affreux. Exactement. Et d'ailleurs, des petites allusions, tu sais, comme dans C'était de la peur, ils disent ça va trancher, chérie, Ouais, ça c'est va ça. couper, chérie. Enfin, et là, ils disent c'était pas ma nuit ce soir. Ils sont au téléphone en fait, en train de parler, et ça m'a fait penser un peu à C'était de la peur. Ah oui, peut-être. Des petites blagues en fait. C'est vraiment ça revient tout le long en fait du film quoi. Mhm. Oui, il y a cette blague en fait. I'll kill you if this is a joke. Genre, en fait, je vais tuer si c'est une blague. En fait, au téléphone, ça arrête pas quoi. C'est le festival quoi. Voilà. Après la fin, il y a un petit reveal en fait. On va dire. Ce qui te permet de continuer la série entre guillemets, si tu veux. Tout simplement, on va dire que, enfin, en gros, Jamie Lee Curtis, elle se retrouve, en fait, elle voit tout son entourage qui s'est fait dézinguer, quoi. Et c'est un peu le train fantôme. C'est assez drôle comment ils ont filmé. Moi, je trouvais ça marrant. Peut-être à l'époque, c'était plus choquant. Plus sombre. Mais j'ai trouvé ça un peu... c'était rigolo, quoi, parce que genre, elle ouvre un placard, il y a oui, je sais. qui tombe. C'est à une époque, en fait. c'était un peu ça, dans beaucoup de films d'horreur, pour faire le bout, c'est ouvre, jumpscare, le jumpscare. Bon, après, oui. Ouais, non, mais c'était un film assez sympa, mais bon, les puristes diront qu'il n'y en a qu'un. Oui, voire moi, peut-être deux, de leur côté. Mais voilà. Après, malgré tout, on regarde les autres, on se demande à chaque fois trop pourquoi, mais on a du mal à quitter la licence. C'est un peu comme les aliens, hein. Là, ils en ont fait encore. Tu sais plus. Moi, je suis perdu, Alien. Ouais, on est perdu. Bon, moi, en tout cas, je valide le premier. Ah oui, forcément. Là, de toute façon, c'est même culturel. Hein. Donc, j'avoue que j'ai passé un bon moment en le regardant. Et puis, c'était drôle de voir un peu des moments où c'est pas toujours premier degré. Il y a des petits moments où tu vois que Myers il est maladroit, il se colle, il se rate. C'est à la Freddy Krueger quoi aussi. Le mec, tu sais pas comment il tue, il glisse, il tombe, il se fracasse. Puis il y a des petits moments, tu sais, un peu comme Homer qui disparaît. Oui, ça oui. Buisson, et t'as Myers qui se cache un peu. Tu sais, oui, c'est vrai qu'entre deux buissons. oui. Non, mais ça faisait peur à l'époque. Hein. Ça a vieilli, mais voilà, c'est un petit plaisir aussi, pour Halloween, c'est toujours bien de regarder Halloween. Voilà, exactement. Voilà. Ok. Après, voilà. Après, il y en a tellement. Pour Halloween, moi, j'en avais marqué quelques-uns. Hein. Tu peux avoir le côté magie. Ça peut très bien être gentillet comme Harry Potter, les trucs comme ça. La prophétie de l'horloge, etc. Qui est un très bon film, d'ailleurs. Des mentions bien, quoi. mention très très bien. En réalité, c'est parce qu'on n'en parle pas là, mais il y en a plein. Moi, The Mist, un film... que même Stephen King, c'est une nouvelle c'est une nouvelle de Stephen King, tu sais, même Stephen King a dit le film, la fin, je la préfère à mon livre. Et la fin, elle est absolument horrible. Je sais que tu ne l'as pas vue et qu'il faut qu'on la regarde. Si vous ne l'avez pas vu, c'est bien The Mist, mais de 2007. Ne regardez pas parce qu'ils ont fait une série, etc. Je pense qu'elle est peut-être bien, la série, je ne l'ai pas bien vue. J'ai vu que quelques épisodes. Mais celui de 2007 est à voir. Surtout la fin est horrible. Vraiment très horrible. Et l'ambiance, c'est une ambiance d'automne. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut faire partie des choses d'Halloween, même si c'est pas directement lié à Halloween cette fois-ci. Mention honorable, quoi. Oui, comme les trucs Famille Adams, Mercredi, les trucs comme ça. Voilà. Ça fait toujours, dans ce genre de cas, tu as le côté... Halloweenesque sur le côté un peu noir, un peu automne, un peu magie, tu sais, le moment où, comme tu disais, le voile se brise peut-être à un moment ou à un autre. T'en as plein, t'as Blair Witch aussi, qui se passe à un moment un peu automnal, effectivement. T'as Silent Hill, qui est totalement dans un autre style. Le premier Silent Hill est très joli, très, très propre. Jouer les soirs d'Halloween aussi. Oui, moi, il y en a plein, hein, en réalité. On pourrait faire un podcast pendant 75 heures, le temps de tout citer. Mais bon, après, ça, c'est chacun à voir. Et puis, bon, là, déjà, si on vous a donné une idée ou deux, ou a donné au moins envie de regarder un film que vous avez vu, ou en découvrir un autre, c'est déjà pas mal. Alors, écoute, moi c'est vrai que j'ai une petite recommandation. C'est vrai que, voilà, regarder un soir d'Halloween, il y a un épisode de Stranger Things
qui se passe pendant Halloween. Il est Et rigolo. vraiment, il est fun. Hein. Ouais, il est rigolo. C'est vraiment drôle à regarder. Il y a beaucoup de refs justement au film Halloween. Il y a quelques plans qui sont carrément pompés directement, mais c'est des références, c'est des hommages. On en parlait tout à l'heure hein, du costume. En fait, c'est donc les 4 enfants qui se sont déguisés en Ghostbusters. Ouais. Malheureusement, à l'école, personne ne s'est déguisé ce jour-là parce qu'ils ils sont un peu trop grands hein, pour jouer à C'est ça. ça. Et c'est vraiment drôle, c'est plein de petits hommages. Mais de toute façon, Stranger Things, ils font que des hommages à cette époque des années 80, 90. C'est vraiment ce qui a attiré les gens, sans doute comme nous, c'était la nostalgie. Les bons vieux films d'horreur de cette époque-là, le côté un peu mystérieux. Et après, on est un petit peu happé par l'histoire, avec un petit bémol pour ma part pour la dernière saison. Mais bon, ça, c'est chacun ses goûts. Mais cet épisode-là, il a quand même fun à voir parce que, d'ailleurs, vraiment, c'est drôle parce que la thématique de ce voile entre deux mondes, en fait, on l'a encore avec le Upside Down, le monde à l'envers. Totalement. Et il y a vraiment ce passage où ça switch. Hein. C'est pendant Halloween, d'ailleurs, il y a Will qui va faire une sorte d'attaque, une crise pendant en fait Trick or Treat. Bon, je pense que tout le monde connaît un peu Stranger Things, tout le monde a dû le regarder. On va pas forcément on va pas en parler tout, de mais ça. voilà, en réalité, on pourrait en parler, mais il faudrait l'étudier correctement et faire les détails. Là, comme ça, effectivement, on va pas insister. C'est tellement connu. Oui, pour nos petits podcasts sur Halloween. En tout cas, voilà, c'était tout ce que j'avais à dire, moi, Momo. Moi, je pourrais en parler encore longtemps, mais on va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là. Voilà. Bon, bah écoute, merci en tout cas, comme je disais, merci d'avoir regardé, d'être resté tout le long. Et puis, écoutez, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Voilà, on fera mieux, toujours mieux à chaque fois. De mieux en mieux, ça sera de mieux en mieux, Momo. Voilà, merci à vous, à bientôt. Bonne soirée. Alléluia. J'ai les oreilles qui sont chaudes. Alléluia, motherfucker. On l'a fini. Ouf.